Alors, on m'a confié la délicate mission de vous présenter le siège de Belfort. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, mais aussi le plus efficace. Donc, pour vous parler de cet événement, je l'ai intitulé Au cœur du siège de Belfort. Il faut parler du cœur. La mémoire nécessite qu'on utilise notre cœur aussi, qu'on l'ouvre et qu'on l'ouvre pour comprendre ce qui a pu se passer dans les années qui nous ont, les années antérieures, les siècles antérieurs, puisque maintenant la guerre de 1870, on a plus de 150 ans qui nous en séparent. Mais quand je vois, par exemple, ici dans ce mémorial de Haute-Alsace, il y a une exposition consacrée au combat du 19 août 1914. Alors oui, moi je pensais tout de suite à ce qui se passait dans la région mulhousienne à ce moment-là. Mais de par mes nouvelles fonctions, j'ai participé notamment à une commémoration de la bataille de Morhange, puisque voilà, ça se déroule aussi à la même période. Le poids mémoriel est aussi important, comme l'a été à un moment donné dans notre histoire partagée, le siège de Belfort. Le siège de Belfort entre dans ce phénomène de commémoratif. Alors, ça ne veut pas dire qu'auparavant, on ne le faisait pas, mais on ne le faisait pas de la même manière. Le siège de Belfort, on va avoir un événement violent qui va concerner une population dans une ville, mais pas que, aussi dans une région, ce qui va faire que cette mémoire, ce souvenir, cette mémoire va se perdurer de génération en génération. Et je pense que dans cette salle, beaucoup de gens ont déjà entendu parler du siège de Belfort, puisqu'en plus, c'est un événement qui va être mis au diapason des valeurs de résistance, des valeurs peut-être que certains considéreront avoir manqué dans le reste du territoire français, par un endroit, à Belfort. Et donc, en guise d'introduction, on va placer d'abord le contexte, la ville de Belfort, mais on va dire sa région, dans le contexte d'un conflit, le conflit de la guerre de 1870-1871. Alors vous verrez, les slides, vous avez les diapositives pour les plus anciens. Donc vous avez des images, je fais vraiment un clin d'œil à un artiste qui nous a beaucoup aidés, avec qui on a eu le plaisir de travailler à l'Abri Mémoire, mais aussi pour notre projet associatif, qui s'appelle Marco, qui nous a réalisé comme ça toute une série de dessins, un peu d'inspiration BD. Ça attire beaucoup l'œil des jeunes, notamment dans le cadre de l'exposition, et où j'ouvre cette parenthèse, qui était présente lors de l'ouverture du mémorial. Vous voyez, c'est un lien qui nous suit, qui va perdurer, parce qu'on sait que le mémorial de Haute-Alsace a à cœur d'évoquer aussi ce conflit qui est un peu méconnu, avouons-le. Alors, le conflit qui voit s'opposer la Prusse, j'insiste, alliée avec plusieurs autres États allemands, au gouvernement impérial d'abord, puis républicain qui gérait la France de l'époque, se déroule en plusieurs phases. Vous savez, les conflits, on le voit avec 14-18, on va le voir avec 39-45. Vous avez des phases. Vous avez d'abord la phase qui va enclencher la crise diplomatique, le problème en quelque sorte qui va générer la confrontation entre les États. Donc on a des phases plutôt courtes, en ce qui concerne le différend officiel qui opposait la France et la Prusse. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la construction de l'unité allemande d'un côté et la politique étrangère de la France de l'autre, mais on peut dire qu'il y a une crise diplomatique relativement courte, très courte, elle dure environ 3 semaines, et puis ensuite on va avoir 2 phases de combat, 2 conflits, qui se termineront par une phase de négociation. Une guerre, elle se déclare, et ensuite, elle est sanctionnée par un traité. Alors, on pourra discuter ensuite, autour du verre, si vous voulez, de la finalité du traité qui va sanctionner la fin de la guerre de 1870, bien sûr, par les conséquences très lourdes qu'il va avoir, mais c'est une phase de négociation, c'est-à-dire les États entrent ensuite dans un processus de paix. Et j'insiste là-dessus parce qu'on est dans une situation aujourd'hui internationale qui nous montre de nouveau des États qui sont en guerre. Il y a une crise diplomatique qui a été relativement plus ou moins courte, puis nous sommes dans la phase du conflit, on ne sait pas du tout comment ce conflit va se dérouler et va se terminer, et il y aura à un moment donné, alors n'espérons pas que dans 100 ans, comme ça a été le cas entre la France, le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre au Moyen-Âge, mais voilà.
il y aura un processus de négociation et de résolution de conflits. Ici, vous pouvez voir donc les différentes phases. La phase impériale, c'est une phase qui se déroule du moment de la déclaration de guerre à la capitulation de Sedan. Phénomène qui a de lourdes conséquences puisque en France, on change directement, quasiment, de régime politique. Et de régime politique. Là, on n'est pas en train de changer d'un gouvernement. On n'est pas en train de changer, on va dire, de ministre. Là, c'est le chef de l'État qui est fait prisonnier par l'adversaire. Ce fait engendre une révolution, une crise au sein, on va dire, des institutions françaises. L'impératrice régente quitte le pouvoir, abandonne en quelque sorte le pouvoir, même si elle aurait peut-être voulu le conserver, mais ça, c'est autre chose. Et ensuite, un mouvement de foule, des députés décrètent et proclament pour la dernière fois dans l'histoire nationale française la République. Il n'y a plus eu de proclamation de République depuis. Et le régime républicain va continuer en quelque sorte la lutte, hérite de la situation militaire de la France de ce moment-là, va continuer la lutte, et c'est dans cette opération-là que se déroule le siège de Belfort, dans ce qu'on va appeler la phase républicaine. Il y aura des conséquences, je l'évoquerai. La guerre de 70, et pour terminer, vous voyez, j'essaie d'être assez bref, on va relever plusieurs grands personnages. Alors là, je vous en ai mis 3 en exergue, puisqu'ils jouent un rôle essentiel soit dans le déclenchement du conflit. Napoléon III, c'est Napoléon III qui signe la déclaration de guerre au roi de Prusse, Guillaume, donc le 19 juillet 1870. J'y ai mis le grand stratège, puisque il faut lui reconnaître cela. Ce général Helmut von Moltke va gérer la guerre du côté prussien et de leurs alliés allemands d'une manière quand même assez ferme et en tout cas efficace, puisqu'il leur apporte la victoire. Et puis un ministre républicain qui est tantôt décrié, tantôt adulé. Il s'appelle Léon Gambetta. Et il va avoir une incidence assez majeure, on le verra pour le siège de Belfort. Léon Gambetta, il ne faut pas oublier que c'est peut-être le seul personnage politique français qui a eu grâce à l'œil de Moltke. Dans ses mémoires, le maréchal Moltke, le feldmaréchal Moltke, parle de Léon Gambetta comme étant peut-être avoir été la personne la plus fine dans son analyse, et on le verra par la suite, puisque l'opération qui sera menée par le général Bourbaki, certes se solde par un échec cuisant, mais est peut-être la seule opération qui lui a donné de la sueur à Moltke. Donc la guerre de 1870, ça va être une succession de batailles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des grandes batailles qui se déroulent dans le nord de l'Alsace et dans le nord de la Moselle. Ce sont les batailles de Wörth-Reichshofen, Froschwiller, la bataille de Spicheren, la bataille de Gravelotte, etc., Raisonville, Mars-la-Tour, tous ces hauts lieux, et Sedan pour terminer, où on voit s'affronter, pour la première fois sur le territoire français depuis Napoléon, des masses entières d'hommes. Je vous donne simplement un exemple. La bataille de Gravelotte, vous avez 120 000 Français d'un côté, vous en avez 180 000 Prussiens et Alliés de l'autre. Ce sont des chocs, ce sont des batailles d'une violence inouïe. Ce que le colonel Ardant-Dupic avait pressenti, c'est-à-dire le feu qui tue, cette notion du feu qui tue apparaît quelque temps avant la guerre de 70, et Ardant-Dupic va le savoir puisqu'il va y trouver la mort, notamment à Gravelotte. Donc on commence à avoir des batailles meurtrières. Ce qui ne veut pas dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ce qui veut simplement dire, c'est qu'on a la probabilité de trouver la mort directement sur le champ de bataille est beaucoup plus forte en 1870 que du temps de Napoléon. Napoléon, on meurt de sa blessure. Durant la guerre de 1870, on meurt du feu de l'ennemi. 2 éléments. D'abord, les armes portatives individuelles, les fameux fusils, qui sont beaucoup plus efficaces, avec des balles pénétrantes, des balles qui font des blessures terribles et qui entraînent la mort quasi instantanée. Et bien sûr, l'autre élément majeur, l'artillerie. L'évolution de l'artillerie, de sa portée et de sa puissance. On part quasiment du boulet de l'époque napoléonienne à l'obus. Rien que cette transformation, qui va être systématique durant la guerre de 70, eh bien, engendre des blessures, des dégâts terribles sur le corps.
Et on le voit très bien dans les récits des batailles, Reichshoffen, où on voit la cavalerie française se faire décimer, ou tout simplement les troupes prussiennes, la garde prussienne complètement anéantie, quasiment, lors de la bataille de Saint-Privat, à Saint-Privat par exemple, où il y a des monuments commémoratifs qui vous rappellent cette hécatombe, même pour les Prussiens. Alors ici, vous voyez, c'est les développements. Les cartes vous permettent un petit peu de voir dans quelle zone géographique on se situe. La guerre de 1870 est une guerre qui dure 9 mois. Au cours de ces 9 mois de confrontation, on va avoir la phase impériale qui se déroule, comme vous pouvez le voir, dans le nord de l'Alsace et de la Moselle et au Champagne-Ardenne, avec bien sûr la bataille de Sedan comme point d'orgue, le siège de Metz, qui est aussi un élément essentiel, puis une deuxième phase, la phase républicaine, où on va voir les Prussiens atteindre la Loire, aller jusqu'en Normandie, aller quasiment aux portes de Lille. Donc c'est à peu près 1/5 du territoire national français qui, en mois de février 1871, est occupé par l'armée prussienne et des alliés allemands. En quelques chiffres, pour bien mesurer l'importance de ce conflit, on peut comparer les deux populations. Le royaume de Prusse et de ses alliés allemands, c'est environ 40 millions d'habitants à l'époque. La France, c'est 38,5 millions. Donc on est à peu près 2 États, en tout cas 2 blocs qui sont équivalents. On peut voir la force mobilisatrice de la France et de l'Allemagne, des États allemands. On peut voir cette mobilisation, notamment du côté allemand et du côté français. Du côté allemand, on a à peu près 1 250 000 hommes qui sont mobilisés durant tout le conflit. Et du côté français, vous avez 1 400 000. On peut se dire, les Français ont un peu plus d'hommes, mais ils ont quand même perdu la guerre. Et si on regarde un peu plus dans le détail, la force mobilisatrice, notamment dans l'armée active, du côté de la mobilisation allemande, on évalue à peu près à 800 000 hommes qui ont véritablement participé au combat. Du côté, une partie étant restée sur le territoire allemand pour surveiller les prisonniers dans les camps, pour surveiller notamment du côté de la Baltique. Une fois que cette menace a été... On va déplacer quelques divisions de l'Anvers, mais on va garder, on va dire, une réserve dans la protection du territoire. Et puis, du côté français, on peut voir qu'il y a une très large force mobilisatrice, notamment jusqu'en septembre 1870. Là, c'est l'armée, l'outil militaire français va atteindre quand même à peu près un nombre de 734 000 hommes, ce qui est énorme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous sur le champ de bataille. C'est-à-dire, c'est ceux qui transitent par les dépôts, qui vont ensuite rejoindre vers leur régiment, etc. C'est une dynamique, on appelle ça. Ensuite, elle s'effondre. Elle s'effondre dans l'armée active pour gagner en puissance dans une autre unité. Je l'évoquerai un peu plus loin à ce moment, on va dire au cours de la conférence. C'est ce qu'on va appeler la garde nationale mobile. Mais j'en parlerai lorsque j'évoquerai celle qui va défendre Belfort. Alors, bien sûr, dans le dispositif, dans cette guerre, il y a un élément essentiel et qui va conduire ensuite au siège de Belfort. C'est une région. Et c'est pour ça que je suis très honoré de faire ma conférence ici, puisque nous sommes en Alsace et que Belfort était une cité alsacienne. Donc l'Alsace est une région qui est convoitée. Elle est convoitée, on peut quasiment dire, de toute son histoire. Ah, c'est très gentil, merci. Et donc, elle est convoitée. Pourquoi ? Puisque, on le voit très bien, c'est une partie de l'espace rhénan. L'espace rhénan est un couloir de communication essentiel. Qui contrôle ce couloir contrôle le passage, les flux d'une région de l'Europe vers une autre. Et de toute son histoire, l'Alsace a été convoitée. Mais en 1870, on va dire, maintenant, ce sont des États constitués. On n'est plus au Moyen-Âge où le Saint-Empire romain germanique, vous aviez une multitude d'États. L'Alsace en faisait même partie un petit peu, puisque quand on regarde l'émiettement alsacien durant la période médiévale, on voit des États centralisés, qui se centralisent pour le cas du côté allemand, mais qui est déjà centralisé du côté français, qui convoitent cette région. Il ne faut jamais oublier qu'à la chute de Napoléon, le royaume de Prusse revendiquait déjà l'Alsace. L'Alsace était pour la Prusse une garantie, une protection
C'est de l'Alsace que sont partis les fameux cavaliers de Noailles qui vont saccager le Palatinat. Ne l'oublions pas, Strasbourg et, on va dire, toutes les places fortes aménagées par les Français pour faire ce précaré sous le maréchal Vauban constituaient aussi une menace pour l'espace allemand. Donc, l'Alsace, cette région est convoitée, contrôlée par les Français. À la chute de Napoléon, les Prussiens ont demandé à avoir l'Alsace. Ils voulaient occuper militairement l'Alsace, ou en tout cas en faire un État, ou quelque chose qui empêche les Français de pouvoir intervenir. Les autres puissances s'y sont opposées. Ce fut notamment le cas, je crois que c'est de l'Autriche, qui refusait, bien sûr, que les Prussiens viennent s'installer en Alsace, pour des raisons géopolitiques, puisque la zone allemande, à ce moment, était sous l'influence soit prussienne, soit autrichienne. Ces deux puissances se disputaient cet espace. Alors, bien sûr, on ne peut pas évoquer le siège de Belfort sans faire une petite introduction en évoquant le siège de la capitale alsacienne, que vous connaissez tous, que j'ai encore eu le plaisir de visiter cette semaine, Strasbourg. Strasbourg est un symbole. Ça va être un symbole de la guerre de 1870. C'est le symbole d'un martyr. C'est la ville qui a subi probablement le martyre le plus difficile du conflit. Là, maintenant, je n'oppose plus Belfort à Strasbourg, ça c'était bon il y a 150 ans. Strasbourg est la ville qui a subi le bombardement le plus violent, qui a subi une des destructions les plus marquantes du conflit. Et on peut voir l'étendue de la destruction de ce qui a eu lieu à Strasbourg. Quand vous regardez la partie en vert et rouge sur votre gauche, eh bien, c'est toute la partie qui a été détruite. Soit complètement démantelée, soit il restait encore quelques murs. Bien entendu, on est dans une logique de guerre de siège. Et c'est là aussi qu'il faut bien saisir. La guerre de 70, c'est une guerre à la fois de grande bataille, comme on peut le voir dans l'iconographie, mais c'est une guerre de siège. On a environ une quarantaine de villes françaises qui seront assiégées. Des sièges des fois très courts, mais des sièges qui peuvent être très longs. Le siège notamment de Phalsbourg est un siège qui est plus long que celui de Belfort. Le siège, j'ai entendu, de Bitch est un siège qui est beaucoup plus long que celui de Belfort. Et on peut voir aussi un symbole qui est détruit, la bibliothèque du Temple Neuf. Alors aujourd'hui, détruire une bibliothèque, on sait qu'il y en a certains qui aimeraient en fermer. Quand on ferme une bibliothèque, on coupe une population de l'information, de la connaissance. Mais là, la destruction du temple et de la bibliothèque de Strasbourg a été perçue, condamnée par le monde entier. Alors certes, aujourd'hui, on peut se poser, savoir si l'artillerie prussienne a vraiment fait exprès de bombarder et de détruire cette bibliothèque. Mais à l'époque, ça a été perçu comme un crime, mais un crime contre l'humanité, puisque cette bibliothèque, et dans cette bibliothèque, ce sont des trésors d'archives, des incunables, les premiers livres qui ont été imprimés, qui ont été détruits dans l'incendie, qu'on n'a pas pu sauver. Et dans ce contexte, on arrive bien sûr à l'histoire du Haut-Rhin. La ville de Strasbourg est un symbole, le Haut-Rhin avec Belfort en est un autre. Alors je ne vais pas faire l'opposition barinois au rhinois, je vous le dis tout de suite. J'essaie d'être efficace, rapide, pour ne pas trop allonger la conférence, à la fois pour vous, mais aussi pour moi, dans un certain sens, ça va économiser ma voix. Mais quand on parle de Belfort, on parle de Belfort dans le Haut-Rhin. C'est Belfort dans le Haut-Rhin, c'est la sous-préfecture. C'est une des sous-préfectures du Haut-Rhin. Cette sous-préfecture, elle l'est depuis la Révolution. Belfort, au moment de la Révolution française, faisait partie toujours de la Haute-Alsace et a été intégré dans le département du Haut-Rhin. Il n'y a jamais eu de question de séparer Belfort pour rattacher ça à la Haute-Saône ou pire encore, le pays de Montbéliard. Mais il y a eu juste la partie un peu Beaucourt, qu'on a piqué un petit peu au prince, on va dire quand Montbéliard est devenue française, hop, on leur a piqué Beaucourt parce qu'on ne voulait pas que l'industrie Japy et Peugeot, etc., soit trop puissante dans le même département. Donc on a voulu un petit peu renier de ce côté-là. Mais le reste du département, nous sommes dans un département
qui aura 3 sous-préfectures, une préfecture et 2 sous-préfectures, et Belfort en fait partie. En bleu, sur la gauche, c'est-à-dire sur la partie occidentale du département du Haut-Rhin, vous pouvez voir l'étendue de l'arrondissement de Belfort, avec les petits points tirés rouges qui vous montrent l'étendue actuelle du département du territoire de Belfort. Je l'évoquerai à la fin de la conférence, bien sûr, cette histoire. Vous voyez, bien sûr, on est dans une zone beaucoup plus étendue. Le point culminant de l'arrondissement de Belfort n'est pas le ballon d'Alsace, mais le ballon de Guebwiller. Voilà, pour vous schématiser les choses, puisqu'on part du ballon de Guebwiller plus ou moins, et on redescend en direction de Wittelsheim pour ensuite rejoindre Dannemarie, puisque Dannemarie était chef-lieu de canton de l'arrondissement de Belfort. Les jeunes Dannemariens, une fois qu'ils avaient fait leur conscription, ensuite étaient envoyés sur Belfort, etc., pour ensuite faire leur parcours militaire. 2 personnages sont importants, même avant le siège, on va dire. C'est un préfet, le préfet Jules Grosjean, puisque, on l'aura tout de suite compris quand on a vu les déplacements de troupes sur les différentes cartes, on voit toute une armée qui va descendre en direction de Colmar, etc. Il y aura un personnage célèbre qui va même se battre, en quelque sorte, à l'entrée de la ville de Colmar. C'est bien entendu Frédéric Auguste Bartholdi, qui défend le pont de Horbourg avec opiniâtreté et ses quelques francs-tireurs. Il y aura 2 morts. Ce combat, en réalité, Bartholdi lui-même aura regretté qu'il ait eu lieu, puisqu'il a eu tellement de culpabilité par rapport à ses camarades tombés à ce jour-là, puisque une des tombes qui se trouve au cimetière de Colmar, c'est c'est une fameuse tombe, vous savez, c'est cette tombe où on a la main qui cherche une baïonnette, et c'est une œuvre plus ou moins expiatoire de cet engagement. Mais voilà, je ferme la petite parenthèse Bartholdi, mais Bartholdi a combattu dans le secteur. Mais bien sûr, à l'arrivée des Prussiens, le préfet Grosjean, qui est un préfet républicain, qui a remplacé Pons, qui était lui le préfet impérial. Donc le préfet Grosjean, eh bien, il hérite d'une situation comme beaucoup de préfets à ce moment-là, des préfets républicains. Alors, quand la République est instaurée, 4 septembre 1870, il ne faut pas croire, on va garder une bonne partie des préfets, même impériaux, pour s'occuper encore des affaires des départements. Cependant, et notamment dans les zones, on va dire, plutôt de combat, on va dire les remplacer, les préfets impériaux, par les préfets républicains. Ce qui explique que dans le Haut-Rhin, ce sera Jules Grosjean, préfet Valentin, qui va essayer d'atteindre sa préfecture au péril de sa vie, puisqu'il va réussir à déjouer les sentinelles prussiennes au siège de Strasbourg pour plonger dans l'île et arriver de l'autre côté pour prendre ses fonctions qu'il va occuper que, je crois, l'équivalent de 2 ou 3 jours. Voilà. L'autre personnage qui va avoir un rôle important durant l'épisode qui nous intéresse, c'est le maire de Belfort, bien sûr, Édouard Mény. Édouard Mény, c'est un maire, c'est le maire du Second Empire, et il est maire de Belfort depuis maintenant à peu près 12 ans. C'est un maire qui a prêté serment le 2 septembre 1870, comme tous les maires de France et de Navarre qui ont réuni leurs conseils municipaux, puisque on était en pleine élection municipale à ce moment-là. Et par contre, c'est un personnage qui va ensuite avoir un rôle important durant le siège, puisque c'est lui qui va organiser, en lien avec le service du préfet, la défense de la ville, en tout cas la défense morale, et puis on pourrait dire aussi de la protection de la population. On a tendance à voir les conflits comme étant que les soldats qui se baladent en train de se tirer dessus et de se tuer, mais la guerre va impacter durablement les civils. C'est pour ça que dans mon petit propos, j'ai voulu qu'on appuie aussi là-dessus. La guerre elle est faite par des militaires, mais elle est aussi subie par des civils. Et Jules Grosjean, qui va venir s'installer à Belfort au mois d'octobre 1870, va avoir une idée lumineuse en quelque sorte, qui va avoir de lourdes conséquences pour le siège de Belfort. Il va faire venir tous les services de la préfecture, en tout cas tous ceux qui pouvaient, donc les douanes, la gendarmerie, mais aussi, essentiel, la télégraphie, qui dépendait du ministère de l'Intérieur et pas du ministère des Armées. Il n'y avait pas de télégraphie militaire du côté français en 1870. Donc ici, vous voyez bien les combats qui vont avoir lieu dans le territoire alsacien. Bien sûr, guerre de siège, rien que la région alsacienne, vous avez 4 sièges principaux
Vous allez avoir, on va dire, Strasbourg, Sélestat, on l'oublie facilement, mais la ville de Sélestat était encore une ville fortifiée à la Vauban. Et puis, bien sûr, le chef-d'œuvre de la fortification de Vauban, le siège de Neuf-Brisach. Et contrairement, on a vu une photo, c'était Neuf-Brisach, pour la présentation un petit peu de cette petite partie. Hein, Neuf-Brisach, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas ici le drapeau blanc parce que, voilà, ils ont fait une résistance de principe. Le commandant de Keror qui dirigeait, on va dire, la garnison de Neuf-Brisach a été littéralement broyé sous l'artillerie prussienne, une artillerie qui va avoir un autre rôle sur une autre ville qui va nous intéresser d'ici quelques minutes et qui avait auparavant, bien sûr, tiré sur la ville de Strasbourg. N'oublions pas que la guerre c'est aussi une affaire d'économie. Les soldats qui combattent à un endroit, ensuite on les déplace et on va les faire combattre dans un autre endroit. Et on le verra dans quelques instants, mais les Prussiens qui ont assiégé Belfort, pour beaucoup, ont déjà participé au siège de Strasbourg, au siège de Sélestat pour certains, voire au siège de Neuf-Brisach pour d'autres. Et ensuite, ce gros paquet, en quelque sorte, d'hommes bien expérimentés par les expériences passées, vont être envoyés à Belfort. Nous avons affaire à une armée non pas professionnelle, mais une armée qui va acquérir depuis le début de la guerre de 1870, une expérience du combat et du feu, peut-être que les Français qui leur sont opposés n'ont pas eu, faute de temps, faute de logistique, pour des raisons stratégiques éventuelles. Alors, je vous ai mis aussi, et vous avez eu le temps un petit peu de lire le texte qui se trouve à côté, c'est l'ordre. L'ordre, hein, on donne un ordre, ça vient de Versailles, c'est-à-dire du grand état-major du général Moltke. On ordonne au général von Tresckow, j'en parlerai un tout petit peu plus loin, mais le général von Tresckow, on lui ordonne d'assiéger la ville de Belfort. Et si vous regardez la motivation, parce qu'il faut toujours regarder ce qui motive un tel ordre, eh bien, c'est sur un point de vue politique. Le siège de Belfort, pour bien le comprendre, il faut d'abord voir la motivation de ceux qui vont le faire. Et la motivation de l'armée prussienne, c'est une motivation d'ordre politique. En clair, Belfort est le dernier rempart alsacien qui n'est pas tombé. Et que pour des raisons de politique, il faut impérativement prendre cette ville. Que les Belfortins parlent alsacien ou non, au grand état-major, on s'en moquait comme de l'an 40. Puisque, on le sait depuis septembre 1870, la première carte des revendications territoriales prussiennes, hein, ces revendications, la première carte qui a été émise au gouvernement français faisait que la ligne de démarcation devait passer par une grande partie de ce que va être le territoire de Belfort, à l'exception de 2 villes, Beaucourt et Delle. Tout le reste devait être annexé. Point. Je vous ai mis une petite illustration de combat, parce qu'on a tendance à l'avoir oublié, mais le premier combat, on pourrait dire, qui impacte des troupes, alors plus ou moins engagées à Belfort, mais en tout cas dont une partie le seront, les francs-tireurs de Keller, vont s'opposer à la division du général von Tresckow à Geberschwir. On est le 30 octobre 1870. C'est là qu'on peut presque dater un des premiers combats du siège de Belfort, puisque les francs-tireurs étaient présents justement pour freiner, en quelque sorte, toute avancée de l'armée prussienne en direction de Belfort. Hein, ils étaient plus ou moins sous les ordres de la place forte de Belfort, dirigée par le colonel d'Enfer-Rochaud. Alors, ce combat n'a pas fait de tuer, ce qui est rare. Par contre, on sait, alors il faudra que je vérifie encore, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller à Geberschwir, il y aurait la tombe de 2 francs-tireurs qui auraient été fusillés par les Prussiens par la suite. Le jour même, mais voilà, ils ont été fouiller les maisons, ils ont retrouvé 2 francs-tireurs qu'ils auraient fusillés. Mais j'ai pas encore confirmation de cette information. Alors, l'armée prussienne, ces francs-tireurs s'opposent, bien entendu, pour laisser du temps à une place forte. Hein. Voici quelques éléments iconographiques qui vous permettent un petit peu de vous représenter ce qu'est la place forte de Belfort. J'attire votre attention sur le schéma qui se trouve en haut à gauche, puisque là, vous voyez un petit peu ce qu'est l'étendue de la puissance, en quelque sorte, de la fortification belfortaine. Une place forte, bien souvent, on résume sa construction par le système défensif. Voilà, c'est fait pour défendre. Alors, oui, mais c'est une arme de dissuasion.
On a tendance à l'oublier. Mais la fortification, quasiment jusqu'à Maginot, en quelque sorte, c'est pour dire à l'adversaire potentiel, si tu viens de frotter à moi, regarde ce que tu vas avoir. Hein, la complexité d'un système défensif est fait justement pour dissuader. Plus on montre de puissance, moins on a envie moins l'adversaire a envie de vous attaquer à ce point-là. On pourrait en débattre pour la guerre de 14, pourquoi le plan Schlieffen, mais le système mis en place par le général Serret de Rivière après la guerre de 70 a joué son rôle de dissuasion. Les Prussiens ne se sont pas lancés à l'attaque, les Allemands, des fortifications du système fortifié. Ils voulaient gagner du temps, donc ils sont passés par la Belgique. Bien, en 1870, c'était pareil. Tant qu'on a des puissantes places fortes, l'adversaire, il regarde à deux fois. La place forte de Belfort est déjà une des 3 plus puissantes places fortes de France. La plus puissante, bien entendu, c'est là où j'habite maintenant, à Metz. En 1870, quand vous allez, et je vous invite à le faire, à aller au Fort Queuleux, vous voyez un monstre de fortification qui a été aménagé par le colonel Serret de Rivière dans les années 1860. Eh bien, Metz, c'était la première place forte de France. La deuxième place forte, c'était Strasbourg. Strasbourg, quand les Prussiens prennent la ville de Strasbourg, ils mettent la main sur 1200 canons. 1200 canons, c'était un véritable arsenal. Donc une puissance de feu, une puissance destructrice sur laquelle ils mettent la main. Et la troisième place forte, et peut-être la plus puissante en termes de concentration de feu d'artillerie, c'est la place forte de Belfort, avec cette magnifique, on va dire, citadelle qui a été aménagée au XIXe siècle, commencée par Vauban, mais aménagée au XIXe siècle. Hein, celle que nous voyons encore aujourd'hui, et celle qui a fait le siège de Belfort, c'est quand même plus la citadelle d'Axo, avec cet étage de feu, cet étagement de feu, 5 étages de feu qui tirent en direction de la colline des Perches. C'est un prodige. C'est une arme majeure. Donc, quand ils vont s'attaquer à Belfort, je peux vous dire que les Prussiens y réfléchissent. Mais bien entendu, il y a un paramètre qui est apparu en 1858, c'est l'évolution de l'artillerie, c'est ce qu'on va appeler l'artillerie rayée. À partir du moment où on étend considérablement la portée des canons, qu'on passe de 1200, 1600, 1200 mètres de portée à 3400, voire 4500 mètres pour certaines pièces d'artillerie, je peux vous dire que l'étendue, c'est ce qui explique, vous savez, les différents cercles que vous pouvez voir, c'est ce qui explique, bien entendu, la profondeur et le gain d'espace qui est donné, et ce qui explique aussi la stratégie qui sera mise en place par le commandant supérieur de la place forte qui s'appelle Denfert-Rochereau. À partir du moment où la guerre est déclarée, 19 juillet 1870, correspond à... C'était un petit peu la révolution à Belfort. Pourquoi ? Parce que l'autorité militaire était déjà en train de réfléchir à la construction de futurs forts. Et en juillet 1870, quelques jours avant la déclaration de guerre, on commence à procéder aux mesures d'expropriation des terrains. Sur 2 collines, la colline des Perches, et notamment dans ce qu'on va construire par la suite, le fort des Basses-Perches et le fort des Hautes-Perches, et sur la colline de Bellevue. Alors certains diront, et on a anticipé la déclaration de guerre, je dirais tout simplement non, on est dans une logique de construction, dans une politique de construction, et puis l'État a décidé d'exproprier une partie des propriétaires de certains terrains, et on arrive dans ce processus-là. Et la guerre arrive à point nommé, en quelque sorte, quelques jours après. Celui qui est chargé de donner cette mauvaise nouvelle aux habitants, bien entendu, c'est le commandant du génie de l'époque qui s'appelait Aristide Denfert-Rochereau. Ça a une incidence quand même dans la représentation qu'on va se faire de ce personnage qui arrive et que voilà. Alors là, j'ai mis quelques photos de lui avec un dessin de Marco et je vous parlerai bien entendu de ceux qui s'opposent. Parce qu'une guerre de siège, bien entendu, elle se fait avec des hommes, mais des hommes qui sont commandés. Et bien entendu, il ne faut pas oublier d'évoquer un petit peu ces personnages qui vont avoir un rôle clé dans le siège de Belfort, qui vont mener militairement ce siège. D'un côté, à gauche, vous pouvez voir le colonel Aristide Denfert-Rochereau. J'insiste sur Aristide, puisqu'il était très attaché à son prénom. C'était vraiment le prénom qu'il utilisait. C'était Aristide. Et Aristide Denfert-Rochereau est un homme d'expérience. D'abord, c'est un polytechnicien. Il est X 1842. Il sort, pas dans les meilleurs de Polytechnique, sinon il n'aurait pas fait l'arme du génie, il aurait été ingénieur civil, mais il sort quand même dans un classement moyen qui lui permet ensuite d'accéder à l'école d'application du génie à Metz. Puis ensuite, il va faire sa carrière d'officier du génie
C'est un homme qui a déjà de l'expérience. Hein, il est militaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Il a aussi l'expérience de campagne militaire. Premier fait d'armes d'Enfer Rochereau, c'est le siège de Rome en 1849. Il va participer à un autre siège qui est beaucoup moins connu, mais qui l'a été beaucoup en 1870, c'est le siège de Sébastopol. Il a participé aux opérations de siège. Hein, donc lui, il était là, cette fois-ci, du côté, on pourrait dire, du Prussien. Hein, il fait partie des troupes qui attaquent la ville de Sébastopol, défendue notamment par le tonitruant et efficace général Todleben du côté russe. Et bien entendu, ensuite, c'est aussi un technicien, c'est un thésard, c'est quelqu'un de taiseux, c'est quelqu'un qui est assez austère. Parce qu'il a aussi un problème, il est protestant. Alors si aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être des protestants dans la salle, on ne va pas les pointer du doigt, comme les protestants pointeraient le catholique que je suis. La religiosité, on s'en moque un petit peu, on va dire, ça nous en fait même rire. À l'époque, c'était encore un sujet particulièrement délicat. D'Enfer Rochereau est un officier protestant dans une armée majoritairement catholique. L'armée du Second Empire, vous avez une espèce de retour de l'ordre moral. Hein, c'est le glaive et le goupillon en quelque sorte. Hein. On refait venir les séminaristes, on fait venir les aumôniers militaires. L'empereur aimait bien avoir quelques belles messes, hein, avec toute l'attirail, on va dire, de la religiosité qu'on pouvait exprimer à cette époque. On le verra par la suite. Hein. Vous savez, l'affaire des fiches sous la Troisième République en est le parfait exemple. Vous voyez, la religiosité est quelque chose encore d'important. Et donc, lui, il est déjà, voilà, il est protestant. C'est déjà très dur, vous savez. En plus, c'est un homme du génie. Alors, les soldats, les officiers du génie, c'était pas les mieux aimés de l'armée. Parce que, voilà, c'était des gens, on les faisait, on va dire, plus intellectuels, en quelque sorte, qui étaient curieux de tout. En plus, d'Enfer Rochereau était dans une promotion à Polytechnique assez bravage contre l'autorité royale de Louis-Philippe, pardon. De Louis-Philippe. Et donc, il a un autre problème d'Enfer Rochereau. C'est un républicain. Et c'est un vrai républicain. Là, on n'est pas de républicain de façade. Pas celui qui va épouser la République quand elle sera proclamée. D'Enfer Rochereau a milité. D'Enfer Rochereau était même considéré comme socialiste fourriériste en étant jeune officier. Il a failli même être cassé de son rôle de l'armée pour ses actions au sein de communautés fourriéristes. On est, vous savez, dans le début, alors pas du socialisme, communisme comme on l'entend, hein, on est dans le socialisme utopiste. Vous savez, c'est un peu ceux qui rêvaient des sociétés très pacifiées, des sociétés où l'argent même pouvait disparaître par le système du troc, etc., ce qu'on va appeler le phalanstère. Hein, et donc, d'Enfer, il est quand même connu pour avoir eu ces activités-là comme jeune. Et puis, à l'époque, on vous mettait une étiquette, c'était fini. Un petit peu comme aujourd'hui, hein, je dirais. Mais la particularité d'Enfer Rochereau, c'est qu'il va être l'homme du moment, choisi probablement par le ministre, le seul ministre républicain qui aurait été capable de mener cette lutte que certains considéraient déjà comme désespérée. Parce que son austérité, sa détermination et son républicanisme vont alimenter une détermination sans faille. C'est un homme dur. Il pouvait être très dur avec ses officiers, certains lui rendront l'appareil un peu plus tard. Et voilà, pour vous dresser un peu le portrait du personnage qui va être nommé le 19 octobre 1870 comme commandant supérieur de la place Fort de Belfort. Il hérite d'une situation qui n'est pas si désastreuse que ça. Le général Cambriel, à qui il a plus ou moins succédé, avec le général de Chargères, avait déjà commencé à mettre en place des éléments, à mettre en sûreté la place forte, mais bien sûr, là-dessus, il ne pouvait rien d'en faire. La situation de l'armement, de l'équipement, de la place forte, on était en pleine évolution en quelque sorte. On était en train de se débarrasser des vieilles pièces d'artillerie pour en avoir des nouvelles. On n'avait pas continué, on n'avait pas terminé, on va dire, de rayer les tubes existants, etc., puisqu'on pouvait le faire, mais ce n'était pas encore fini. Donc voilà le personnage. De l'autre côté, alors je vous ai mis un triumvirat.
Alors non, nous ne sommes pas dans l'histoire romaine, on ne va pas revenir au temps d'Octave Auguste et de Lépine et de Marc-Antoine, hein, mais on a un triumvirat, on a un général qui s'appelle Udo von Treschow, loin de l'image que certains ont voulu en dresser, c'est-à-dire un général un peu de pacotille, qui ne connaissait pas bien son affaire. Général von Treschow est déjà un général qui a une carrière longue dans l'armée prussienne, qui a gravi tous les échelons. Alors c'est un faune, mais comme beaucoup de nobles prussiens, hein, il s'est destiné à une carrière militaire, mais ce n'était pas une carrière où on faisait semblant. Il a commandé des unités de chasseurs et il a commandé des troupes. Il a commandé des troupes lors de 2 conflits majeurs à laquelle son pays, son État a participé, même très activement. D'abord la guerre des duchés et ensuite la fameuse guerre de 1866 contre les Autrichiens. Donc nous avons un homme d'expérience. Il est le général, il était presque en retraite, c'est pour ça qu'il va commander la première division de réserve. La première division de réserve, on ne met pas général de pacotille. La première division de réserve fera appel à ce qu'on considérait déjà à l'époque comme étant parmi les meilleures unités de Landwehr. Et donc, ce général, on va l'envoyer assiéger Strasbourg avec le général von Werder et il va commander les troupes d'occupation des tranchées à Strasbourg. Il va participer aussi à des opérations du côté de Sélestat, puis il va se rendre en direction avec sa division de Colmar, et c'est là qu'il reçoit l'ordre d'attaquer et d'assiéger Belfort. Peut-être à la différence de Denfert, Denfert avait une conception très centrale des choses, très jacobine. On est déjà vraiment dans l'esprit républicain de l'époque, très jacobin, mais même bonapartiste, même impérial. Mais c'était très centralisé. Treschow, lui, on va lui adjoindre 2 techniciens qui vont avoir une importance capitale. C'est un fantassin, Treschow. C'est pas un homme du génie, c'est pas, on va dire, quelqu'un qui utilise la pioche. Par contre, c'est un bon meneur d'hommes, il sait bien organiser les choses, mais il lui faut des techniciens. Et c'est peut-être des fois là où l'armée française, l'armée impériale a péché, c'est-à-dire que des spécialistes, on en avait quelques-uns, mais on n'en avait pas des masses. Là, il s'avère que dans l'armée prussienne de cette époque, 2 hommes vont avoir une importance capitale pour le siège de Belfort. Bien entendu, le premier, c'est le colonel von Schelia qui va diriger les batteries de siège. Alors Schelia, c'est pas un novice. Schelia, c'est lui qui dirige les canons de Strasbourg. Les fameux 160 000 obus tirés sur Strasbourg, il en est là, responsable en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui sait déjà comment attaquer une grande ville. Et bien entendu, cet homme, on va lui adjoindre très rapidement, après qu'il ait attaqué, on va dire, et pris Neuf-Brisach, von Mertens, qui n'est autre que l'ingénieur général qui a assiégé aussi Strasbourg. Donc Denfert, Rochereau va se voir confronté à, on va dire, des cadors, à des généraux, des hommes d'expérience qui ont une connaissance précise et qui ont pu déjà expérimenter certaines choses, notamment leur nouvelle artillerie, ce fameux obusier Krupp, qu'on connaît tous, puisqu'il a été exposé en 1867 lors de l'exposition universelle à Paris, ces fameuses les grosses Bertha de cette époque-là, on va dire. Voilà, le plus gros canon. Et bien entendu, chacun a des moyens qui sont différents. Ici, vous avez la représentation de l'équivalent, on va dire, de la garnison de Belfort d'un côté, la garnison et l'armée assiégeante prussienne. Vous avez une ombre, bien sûr, qui va vous montrer, bien sûr, à la fin, au 13 février 1971, on a environ 36 000 soldats prussiens qui assiègent. Au début du siège, ils sont environ 15 000. La garnison de Belfort, on peut l'évaluer à 18 000, mais je pense, mais j'en ai pas la certitude, puisqu'on ne le saura jamais avec précision, puisque les relevés ont été perdus. Et ils ont été perdus pendant le siège. Voilà. Donc on ne saura jamais exactement combien de Français occupaient la place forte de Belfort à ce moment-là. Donc on peut l'évaluer à environ 18 000 hommes. Voilà. Alors, pour les Français, la garnison de Belfort, eh bien, vous avez 71% de gardes nationaux mobiles. Vous avez ce qu'on a qualifié autres troupes. Ce sont, on va dire, à la fois les douaniers, la garde nationale sédentaire, toutes des unités un peu disparates, des auxiliaires en quelque sorte un peu de l'armée. Et puis vous avez 23% de soldats qui sont issus de l'armée active. Parce que
la garnison de Belfort n'a pas été, ne se compose pas uniquement de jeunes soldats. Le mobile, le garde national mobile, c'est quoi? C'est tout simplement un jeune homme qui a tiré un bon numéro. Je vous le schématise, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en clair, il a tiré un bon numéro, donc il ne fait pas son service militaire. À partir de 1868, on lui dit, oui, mais bon, tu ne vas pas faire ton service militaire, mais tu intègres ce qu'on appelle la garde nationale mobile. En clair, tu devras te rendre dans ton chevalier de canton, on te donnera un uniforme, un fusil, tu devras t'entraîner. Sauf que de 68 à 70, il n'y a que 2 ans qui se déroulent. L'État n'était absolument pas prêt dans cette organisation-là, n'était pas forcément très motivé, et donc si bien que la plupart de ces jeunes n'avaient jamais vu un fusil au moment du déclenchement du conflit. C'est ça la garde nationale mobile. L'armée active, ça c'est différent. Alors, l'armée active, elle se compose de qui? D'abord de ceux qui tirent le mauvais numéro, donc qui font leur service militaire. 1870, il est de 5 ans. Et on est ensuite versé 4 ans dans une réserve. Donc en clair, le service militaire, il est de 9 ans en tout. Et, sauf qu'on peut rentrer à la maison, on est réserviste pendant 4 ans. Et donc, pour la garnison de Belfort, eh bien, cette armée active se compose notamment de ce qu'on appelle les 4e bataillons, les bataillons de dépôt. Ce sont plutôt les réservistes, ceux qui sont venus au moment du déclenchement du conflit, ou les très très jeunes conscrits qui n'ont pas encore eu suffisamment d'entraînement pour aller se battre. Et donc, à Belfort, on va pouvoir compter quand même sur cette manne d'unités actives qui va constituer pour une partie d'elles, en quelque sorte, la garde du colonel d'Enfer Rochereau, ses meilleures unités. C'est pour ça qu'il les protégera tout au long du siège. Vous pouvez voir, le tableau vous montre un petit peu proportionnellement en termes d'armes ce que cela représente. Vous avez pour l'armée active entre, on va dire, 3000 fantassins, à peu près 1040 artilleurs, 159 sapeurs du génie, il y a même 16 cavaliers. Puis vous pouvez voir pour les autres unités. La grande majorité des mobiles viennent d'un département, on le voit sur la carte de France, le département du Rhône. Le Rhône, c'est celui qui a fourni le plus de mobiles. Alors, ça s'explique. D'abord, la population du Rhône, c'est déjà une ville, comme Lyon, est une ville assez conséquente, donc c'est un département extrêmement peuplé. Et c'est surtout aussi que les bataillons lyonnais ont été parmi les premiers à pouvoir se constituer, puisqu'ils étaient équipés par leur département. Un département riche avait plus de facilité pour se trouver de l'équipement, pour équiper ses troupes, etc. Et ils sont envoyés en garnison à Belfort. Ensuite, bien sûr, le deuxième gros morceau, en quelque sorte, c'est le département voisin du Haut-Rhin, c'est le département du territoire de Belfort. Le Haut-Rhin n'est pas, avec 5%, le Haut-Rhin, il y a eu des Haut-Rhinois qui se sont battus au siège de Belfort, principalement dans l'artillerie. Je le précise, puisqu'il y avait quand même 2 batteries d'artillerie de mobiles issues du Haut-Rhin. J'en parlerai un peu plus longuement juste après, puisque ici, vous pouvez voir un peu le type de soldats qui ont défendu en quelque sorte la cité belfortaine avec les différents uniformes qui pouvaient les constituer. Donc, ces dessins, pour la plupart, ceux que vous pouvez voir sont les dessins des aquarelles de Léon Wendling. Léon Wendling, on a sorti un ouvrage, on a édité à son journal du siège de Belfort, ses souvenirs du siège de Belfort. Eh bien, c'est lui qui les a dessinés. Là, c'est de visu. Il a vu ces uniformes, il a vu certains de ses camarades, et il a décidé. Et quand on les compare avec des photographies d'époque, on s'aperçoit qu'il n'était pas si éloigné de la réalité, puisque on regarde Rixens qui fait cet énorme tableau qui se trouve au Capitole de Toulouse, montre la sortie de Belfort des soldats de la Haute-Garonne. On voit le dessin de Wendling et on n'est pas très loin de cette réalité-là. C'est pareil pour les mobiles du Haut-Rhin ou de Haute-Saône. Les Haute-Saônois ont été les parents pauvres du siège. Beaucoup n'avaient qu'une simple chemise. On refusera de leur fournir des capotes. C'est qu'à la fin du siège, quand le magasin d'habillement était menacé de l'obus prussien, que le colonel a autorisé de distribuer les capotes qui s'y trouvaient pour pas qu'elles prennent feu et pour qu'elles servent au moins à quelque chose. Pour vous dire la logique militaire de l'époque, on retrouve les mêmes logiques dans les conflits un peu plus postérieurs. Donc, ici, je l'évoque, voilà, on va l'image, la photographie qui a été prêtée par Monsieur Marche, un très bon ami à moi, qui a une des rares photos de défenseurs de Belfort, qui a été réalisée par Pernelle, donc c'est-à-dire le seul photographe qu'il y avait à Belfort. Et on voit la description, le dessin et la description que pouvait faire Wendling
de ses camarades, puisque certains de ces Haute-Saônois vont venir servir les canons en tant que maréchal des logis, il commandait la petite batterie, on va dire, dans le secteur de la lunette 18, et donc on lui a adjoint des auxiliaires d'artillerie qui étaient des Haute-Saônois. Voilà ce qu'il en dit. Et c'était vraiment... il faisait peine à voir. Alors, ils ont eu une mauvaise réputation durant le siège, mais vu l'équipement qu'ils les avaient, la manière dont ils étaient équipés, ça prêtait vraiment à une grande et profonde résilience. En tout cas, ils ont fait preuve d'énormément de résilience. Passons maintenant aux soldats prussiens, à l'armée prussienne. Alors, l'armée prussienne du début du siège, vous pouvez le voir sur le tableau qui se trouve en haut à gauche, c'est une armée, alors, à la fois active, vous avez des éléments actifs, mais qui sont plutôt liés à l'artillerie de siège ou à l'artillerie au génie militaire. Il y a un bataillon d'actifs, il y aura un deuxième bataillon de temps en temps, ils seront 2. C'est le régiment, le 67e régiment d'infanterie de Magdebourg. C'est l'unité en quelque sorte de choc du général von Tresckow, qui sera utilisé à peu près dans tous les combats principaux du siège, là où ils ont lancé des assauts. Mais principalement, ce sont des landwehriens. Alors, on peut voir sur la carte de ce qui a été l'espace allemand de l'époque, on n'est pas encore tout à fait à l'Empire allemand, mais il va bientôt l'advenir. Donc, l'espace allemand, les zones bleues, ce sont les régions dont sont originaires les soldats prussiens qui ont assiégé Belfort. Si on regarde bien ces zones bleues, une grande partie maintenant se trouverait en Pologne. Puisque, voilà, ce sont des unités. La particularité des Prussiens, c'était un petit peu comme pour les Français avec leurs gardes nationaux mobiles, c'était des recrutements locaux. La Landwehr, c'était la Landwehr d'une cité, avec la région qui se trouvait un petit peu autour, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on constituait les bataillons. Vous pouvez voir au 30 décembre, au 31 décembre, la répartition des troupes prussiennes qui ont assiégé Belfort. Chaque drapeau constitue un bataillon. Vous pouvez voir une concentration, bien sûr, autour de la ville de Belfort. Et puis, à ce moment-là, on commence à sentir qu'il se passe quelque chose. Il pourrait se passer quelque chose. Et donc, il y a un détachement, environ 10 000 hommes, qui sont envoyés, qui devaient aller assiéger Belfort, mais que Tresckow a privilégié à envoyer dans le secteur du sud de Delle et de Montbéliard, entre Delle et Montbéliard et Héricourt, pour protéger cette zone. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, voilà caractéristiques des soldats prussiens. Vous pouvez voir, bien sûr, on a fait le petit dessin de Marco, petit clin d'œil plus contemporain, mais une photographie d'un landwehrien prussien, c'est très rare d'en trouver. Ceux qui ont photographié le plus, on va dire, la garnison, en tout cas les troupes prussiennes qui ont assiégé Belfort, on pense que ce sont les photographes Gerse Schmidt de Colmar, qui, eux, sont venus même peut-être à la fin du siège, ou en tout cas, on peut le voir sur la deuxième photographie avec cette batterie de canons en action en quelque sorte, donc avec ces artilleurs bavarois, puisque le siège de Belfort a cette petite particularité. C'est une mini-unité allemande qui se fait. Un gros bloc prussien, artillerie, siège à génie et infanterie, mais les États allemands, les autres États, les États du Sud vont participer au siège, le Wurtemberg, le duché de Bade et, bien entendu, la Bavière. Alors, évoquer les 103 jours de siège, je vais essayer de le faire d'une manière très synthétique. On peut dire qu'il y a plusieurs phases dans le siège de Belfort. Une phase d'approche, donc le combat de Geberschwir, il y aura aussi des combats dans le secteur de Burnop, on va ensuite retrouver les combats autour de la région belfortaine, Gromagny, Ropp, et un phénomène, je crois que je suis passé un peu trop vite sur les 103 jours de siège, bien sûr, je vais l'évoquer ici, la destruction du viaduc de Danemarie. Cette destruction a été orchestrée, sur ordre du colonel d'Enfer Rochereau, bien entendu, par un capitaine qui s'appelle Thiers. Et Édouard Thiers a réussi cette mission, poursuivi plus ou moins par les Uhlans, après avoir rapatrié toutes les troupes qui étaient encore engagées dans le sud de l'Alsace. Il y avait des francs-tireurs, il y avait aussi quelques gardes nationaux mobiles qui étaient dans le secteur de Saint-Louis, de Sirens, etc. Donc on va rapatrier un petit peu tout ce monde-là dans un train. Et puis juste avant le dernier train qui passe, au moment où juste après, on fait exploser le viaduc. Et le viaduc de Danemarie, qui a une histoire quand même assez tragique, puisqu'il est détruit à chaque guerre,
Depuis sa construction, il a été détruit plusieurs fois, dont une fois durant le siège de Belfort. Les Prussiens vont avoir beaucoup de mal à le restaurer, en tout cas à le construire. Ils ne pourront vraiment utiliser et faire passer des voies ferrées quasiment à la fin du siège. Donc ce viaduc, c'est essentiel. Ça a perturbé toute la logistique de l'armée prussienne pour toute la durée du siège. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le train. À un tel point que même les unités de renfort ne sont pas acheminées par train. Ils partent de Mulhouse et ils vont à Belfort à pied. On a retrouvé la correspondance d'un soldat prussien qui est parti de Strasbourg. Il a fait le voyage Strasbourg-Mulhouse, Mulhouse-Belfort à pied. Il n'a pas utilisé une seule fois le train. C'est pour revenir un peu sur cette histoire où on dit oui, les Prussiens, ils utilisaient beaucoup les voies ferrées, ils ont fait comme les Américains pendant la guerre de sécession, etc. Oui, dans un certain sens, et notamment sur un plan logistique, mais sur un plan militaire, ils étaient encore restés piétons. Et le soldat prussien marchait autant que le soldat français. Et même, on sait qu'au début de la guerre, les Français ont plus utilisé les chemins de fer que les Prussiens. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, la destruction du viaduc de Manmarie, c'est un élément essentiel. Ça perturbe considérablement puisque les batteries de siège ne pourront pas être alimentées de cette manière-là. Et il va falloir trouver des solutions qui sont extrêmement complexes pour les Prussiens, puisque les voies, et c'est la voie principale d'alimentation pour le siège de Belfort sera la voie qui part de Mulhouse, en quelque sorte, qui descend de Colmar, Mulhouse, on va dire de l'Allemagne, et qui va directement vers Belfort par ce biais-là. Le sud de l'Alsace, par la destruction du viaduc de Manmarie, n'est plus une zone qu'on va utiliser pour des raisons de transport et de logistique. Et le siège, bien entendu, ce sont des batteries de canons et qu'il faut alimenter en obus. Ce qui va expliquer certaines attitudes des Prussiens durant le siège et ce qui va tout de suite vous donner comme information, non, il n'y a jamais eu 400 000 obus tirés par les Prussiens sur Belfort, tout simplement parce que, ils n'en avaient pas les moyens humains, techniques et logistiques, puisque ça a été un chemin de croix pour eux. Alors, combattre à Belfort, on va avoir cette phase d'approche qui va durer du 31, on va dire, octobre 1870 jusqu'à l'encerclement final le 3 novembre 1870 à 14h30 précise, où les colonnes prussiennes vont faire leur jonction à Sevenant, au pont sur la Savoureuse, et orchestré par quelques combats, deux principaux à Roppe et à Gromagny. Ils se mettent à distance des canons de Belfort. On le voit très bien. En bleu, c'est à peu près la portée des pièces d'artillerie de la place forte de Belfort, sur les tirets bleus. On voit l'installation des troupes. Ils font tout pour essayer de ne pas se mettre à la portée de canon. Voilà. La zone contrôlée par les Français, c'est la zone... Non, excusez-moi, je me suis trompé. La zone contrôlée par les Français, c'est la zone qui est en bleu. D'Enfer Rochereau a placé des unités, pas partout. Des fois, c'est qu'une trentaine d'hommes ou une dizaine d'hommes dans un village comme à Essert. À Essert, c'est une grande garde. C'est pas, on va dire, on n'installe pas un bataillon complet. Dans d'autres villages, comme dans Joutin et Perouse, on commence à mettre des unités. D'abord parce qu'on n'a plus la place dans la ville. Il ne faut pas l'oublier aussi. Il n'y a plus de place. C'est une véritable crise du logement à Belfort, puisque je vous laisse imaginer une ville qui peut accueillir à peu près 7000 habitants qui reçoit 18 000 hommes. Alors les casernes, il y en a, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, on va mettre des toiles de tente, on va les loger un petit peu partout. C'est une véritable catastrophe. Donc autant de troupes, il vaut mieux les laisser un peu à l'extérieur. Donc on va occuper aussi les villages. Et bien entendu, ça permet aussi de faire des travaux de renforcement, de crénelage, etc., qui permettra une résistance. Puisque d'Enfer Rochereau adopte une stratégie qui a été conçue par son prédécesseur, mais qu'il va renforcer et améliorer, c'est-à-dire la défense éloignée de la place forte et s'appuyer sur un plan balistique à la performance de ses canons. D'Enfer Rochereau a fait confiance à son artillerie. Et ça, c'est important à souligner. C'est-à-dire que pour lui, le canon n'était pas uniquement destiné à avoir une valeur purement défensive, c'est-à-dire, voilà, les Allemands, ils attaquent et paf, je tire dans le tas. C'était aussi pour pouvoir permettre et soutenir les troupes dans des actions offensives en direction des retranchements prussiens pour les harceler, etc., leur faire croire qu'il est vraiment en mesure et en capacité de résister et de se battre. N'oublions pas non plus que quand on évoque 15 000 hommes à peu près pour l'armée prussienne,
vous en avez quand même une partie qui sont envoyées du côté de Montbéliard. Hein. Déjà à l'époque, pour couper les ponts à Vougeaucourt, etc., allez surveiller ce qui se passe du côté de l'Île-sur-le-Doubs. Tresckow n'a que 15 000 hommes pour non seulement assiéger Belfort, mais aussi verrouiller la trouée de Belfort. Le massif vosgien est un massif sur lequel on se méfie. Il y a des bandes de francs-tireurs, donc on va détacher des troupes du côté de Giromagny pour pallier, on va dire, essayer de ne pas avoir la ligne de communication, c'est-à-dire ce cordon ombilical, ces fameuses Nationales 19, hein, si je ne me trompe pas, hein, qui était le cordon ombilical d'alimentation. Autre élément, le siège de Belfort, vous avez divers combats, vous en avez à peu près une vingtaine pour les plus importants d'entre eux, parmi lesquels vous aurez quelques combats seulement vraiment signifiants en termes de pertes. Je pense notamment au combat qui se déroule le 13-14 décembre 1870 par cet assaut sur Danjoutin fait par l'armée prussienne, par l'occupation, la reprise et la reprise du bois de Bavilliers, hein, l'épisode de la ferme de Froideval. Et puis, bien entendu, plus le siège va gagner en intensité, plus les combats vont être conséquents, notamment par la prise de Pérouse et surtout de Danjoutin un peu auparavant, en janvier 71. Cependant, le combat le plus meurtrier pour les Français n'est absolument pas dans le secteur du siège de Belfort, puisque c'est le combat de Gros-Magny. Voilà. C'est là où il y a eu le plus de soldats français tués. Vous voyez, nous ne sommes pas en janvier 71, nous sommes que le 2 novembre de l'année 1870. Ici, vous pouvez voir un peu le bilan des pertes, hein, les pertes françaises, les pertes allemandes. Alors, on peut voir que si on fait un bilan des principaux combats, là je vous ai mis une liste qui n'est pas totalement exhaustive. Vous allez pouvoir me dire, oui, mais il y a eu à tel carrefour ou à tel endroit, tel ou tel combat, où il y a eu un ou deux tués. Mais grosso modo, si on prend les principaux combats, nous avons à peu près 1531 soldats français qui sont perdus, ce ne sont pas des morts, et du côté allemand, 922 qui sont perdus et qui ne sont pas des morts. Alors pourquoi il y a un tel écart ? Eh bien, c'est l'affaire de Danjoutin qui fait toute la différence. L'affaire de Danjoutin, c'est un épisode, le 8 janvier 1871. La garnison de Danjoutin est assiégée, les Prussiens réussissent à l'assiéger, à l'encercler, pardon, et à la suite du combat, ils font environ 700 prisonniers. C'est un véritable crève-cœur pour les Belfortais, bien entendu. On sait, j'ai retrouvé le témoignage d'une colmarienne qui a vu passer Miséreux de Danjoutin, hein, puisqu'ils se ont fait une halte à la gare de Colmar, elle a apporté un petit peu de café, un petit peu de vivres pour ces miséreux, elle les qualifiait de miséreux. Mais cette affaire de Danjoutin a été vraiment l'opération la plus singulière. Alors, bien sûr, il y a le côté Perche, bien sûr, les Prussiens, eux, le combat où ils ont eu le plus de pertes, c'est le combat des Perches. Hein, vous avez environ 400 hommes, hein, mais parmi lesquels vous avez plus de 200 prisonniers. Prisonniers que la garnison va conserver jusqu'à la fin des combats, hein, jusqu'au départ de la garnison. Alors, parmi les phénomènes importants sur lesquels je voulais un petit peu attirer votre attention, de manière très modeste, je pourrais faire une conférence complète sur l'artillerie durant le siège, mais je vais laisser plutôt mon propos pour une autre conférence. Mais vous avez, on va dire, un véritable duel d'artillerie. Ce duel d'artillerie oppose les Français et les Allemands. Première constatation, les Français tirent 82 000 obus. Les Prussiens, avec leurs alliés bavarois, wurtembergeois, badois, on est à 98 000 obus. Donc le duel d'artillerie n'est pas aussi inégal qu'on a voulu le dire. La seule différence, c'est que les Français tirent sur les Prussiens depuis le 3 novembre 1870. Ils tirent quasiment 103 jours. Les Prussiens, eux, ne pourront le faire qu'à partir du moment où ils installent leur première batterie de siège, c'est-à-dire du côté d'Essert, comme on peut le voir sur cette carte, et qui va avoir une concentration de feu plutôt en direction, bien sûr, de la citadelle de Belfort. Alors, je vous fais grâce de toutes les diapositives d'évolution, on va dire, de l'artillerie, parce que, un peu comme en 14, hein, je parle avec les spécialistes, certes, on met les batteries en position, mais à un moment donné, on les déplace. Hein, et c'est ce que vont faire aussi les Prussiens. En bilan, on a, on va dire, les 7 premières batteries. Au total, il y a 52 batteries de canon qui seront aménagées. Quand je parle de batteries de canon, c'est-à-dire des emplacements avec 4 pièces d'artillerie. Mais attention,
Sur les 52, c'est les installations. Il y a eu 42 batteries dites actives, mais en moyenne, au moment le plus fort du siège, c'est une vingtaine qui tirait sur Belfort. Voilà. On est loin des 42 batteries toujours annoncées, etc., ce qui expliquerait pourquoi il y a eu 400 000 obus. Non, puisque, bien entendu, cela va répondre à une logique logistique. D'abord, il fallait avoir les canons. Donc, les canons vont provenir notamment de ceux qui ont tiré sur Neuf-Brisac, pour certains. D'autres seront envoyés même dans le secteur de Paris ou dans d'autres sièges contre Phalsbourg, etc. Et puis, la deuxième raison, elle va être d'ordre économique. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a assiégé Strasbourg, où là, on a mis le paquet. Strasbourg, on le sait, c'est avéré, ils ont mis le paquet pour prendre la capitale alsacienne. Donc, c'est 160 000 obus qui sont tirés. Nous ne sommes pas encore dans les économies de guerre totales qu'on verra au XXe siècle. L'économie allemande, en 14-18, va se mettre dans une économie de guerre totale. Tout va être en direction de la guerre, ce qui n'est pas le cas en 70. Donc l'industrie a du mal aussi à suivre. Puis après, il y a les petits copains, bavarois, wurtembergeois, badois, ils n'étaient pas trop motivés à fournir des munitions. Donc au début de la guerre se faisait un petit peu au compte des Prussiens. Donc il a fallu que la Prusse tape du poing sur la table pour que les Alliés viennent alimenter aussi le siège de Belfort. Donc il va y avoir des fluctuations comme ça dans le bombardement. Mais si on regarde un petit peu cette évolution, on va voir que d'abord on est à l'ouest de la ville, puis ensuite on va avoir comme un croissant qui va notamment se diriger vers la colline des Perches. Et bien entendu, on va déplacer les batteries de canons au fur et à mesure de l'évolution de l'axe d'attaque des Prussiens, qui au départ... Et ça, c'était la position, c'était, on va dire, le débat qu'il y avait à l'état-major prussien. Au départ, ils ont voulu vraiment faire un bombardement du style « Regardez comme nous sommes forts, nous allons détruire la ville ». Un bombardement terroriste en quelque sorte, le terme est peut-être un peu exagéré, mais voilà, on a voulu terroriser la population et la garnison, ça n'a pas marché. Très rapidement, on se retrouve à court de munitions, il faut trouver d'autres solutions. Et là, c'est là que von Mertens, le ingénieur général, va intervenir, il va dire au général von Tresckow, bon, bombarder, c'était bien, mais maintenant, il va falloir attaquer. Et attaquer par les méthodes d'approche qui ont été perfectionnées par Vauban au XVIIe siècle, par cette guerre de tranchées, progressive, lente, mais efficace. Alors voilà quelques données sur le duel de l'artillerie. Donc vous pouvez voir, je vous ai mis 2 dessins, c'est des choses que vous retrouvez facilement dans notre exposition. Je précise, c'est vrai, nous avons une exposition et certains éléments que vous découvrez, ce sont des éléments qui se trouvent dans notre expo. Donc bien sûr, le blindage des pièces d'artillerie du côté français. Alors on ne le fait pas pour toutes les pièces d'artillerie, mais ça a une certaine efficacité. La plus connue, c'est Catherine, celle de la citadelle de Belfort, qui voit une multitude d'obus s'abattre sur elle. Elle n'est désarmée en quelque sorte que parce que le tube a tellement tiré qu'il est complètement usé, donc on est obligé de la remplacer. Et puis, on a tendance à oublier, mais quand on parle de l'artillerie prussienne qui assiège Belfort, on a tendance à oublier la batterie numéro 7. Alors pourquoi j'ai mis en exergue que ça soit dans l'expo? C'est la batterie numéro 7 a cette particularité d'être une batterie wurtembergeoise, donc on n'est pas chez les Prussiens, mais les wurtembergeois étaient des très bons recycleurs puisqu'ils ont décidé d'utiliser des canons français. Ils avaient plus ou moins pris probablement à Sélestat, et donc la batterie numéro 7, la batterie wurtembergeoise est la batterie la plus active. C'est celle qui tire le plus longtemps durant le siège, donc du genre du canon français. Et il ne faut pas oublier que dans le parc d'artillerie prussien, sur les 98 000 obus ou bombes tirées par l'armée prussienne sur Belfort, vous en avez à peu près 12 000 qui sont des munitions françaises. Donc à peu près, on va dire, un dixième de la capacité de destruction sur Belfort provient de notre propre matériel. De leur propre matériel, parce que j'étais pas né à l'époque. Et donc là, vous pouvez voir le duel d'artillerie en rouge sur le graphique. Ce sont les concentrations de feu de l'artillerie prussienne. On peut voir, au début, on a à peu près un plat, puis ensuite, progressivement, les Prussiens reçoivent des moyens supplémentaires, des batteries de canons supplémentaires, les fameux obusiers Krupp
hein, les obusiers de 25 cm rayés qui envoient des obus de 75 kg qu'on emploie les enfants de troupe, hein, ça accroît la puissance destructrice sur la ville. Et puis, les bâtons, entre guillemets, hein, de ce graphique montrent à peu près les réactions de la place forte de Belfort, puisque j'ai eu la chance de mettre la main sur les canevas d'artillerie et des différentes batteries du siège de Belfort. On peut voir à peu près qu'au début, le duel il était plutôt égal. Hein, les Prussiens tiraient un nombre conséquent d'obus, mais on n'était pas avare de leur répondre. Mais tellement pas avare que le colonel, à un moment donné, a décidé de mettre un frein. Parce que certains officiers s'y donnaient à cœur joie. Hein, les plus connus, Thiers et de la Laurencie, font partie de ces officiers, voilà, qui voulaient aussi montrer. Petite particularité, c'est qu'on va trafiquer certaines pièces d'artillerie. On leur fera le reproche à Sostène de la Laurencie plus tard, mais bon, ça avait une certaine efficacité puisqu'il a réussi à emporter maximal, à atteindre 5500 mètres, ce qui a donné, on va dire, mis la trouille aux Prussiens à un moment donné au début du siège, et notamment à un état-major. L'état-major, non pas du général von Tresckow, mais de son frère. Il avait son frère qui servait sous ses ordres, von Tresckow II, et qui était un général de cavalerie et qui ensuite participera au début des opérations de siège et ensuite sera envoyé du côté de Lure. Vous pouvez voir aussi dans le graphique les éléments de destruction. Alors on n'est pas dans le même aspect qu'à Strasbourg. En jaune, c'est les parties qui ont été plus ou moins épargnées à Belfort. En violet, ce sont les parties qui ont été démantelées, c'est-à-dire qu'il restait les murs, mais les toits ont été arrachés, etc. En rouge, les maisons considérées comme incendiées, c'est-à-dire celles qui ont été complètement détruites. Et le reste a été plus ou moins abîmé. Alors, petite particularité, vous savez, à Belfort, on va dire dans la région belfortaine, pour le siège, c'est environ 151 maisons, bâtiments, on va dire immeubles, qui ont été détruits. Sur ces 151 maisons, sur la région belfortaine, vous en avez une trentaine qui ont été détruites à Belfort par l'artillerie prussienne, complètement. Le reste, c'est en dehors, puis c'est les canons français. Voilà, je ferme la parenthèse, parce qu'il ne faut pas croire, mais quand vous êtes civil durant le siège, vous prenez un obus prussien ou un obus français, ça dépend dans quel secteur vous vous trouvez, c'est que vous n'avez pas de chance. Mais il ne faut pas oublier qu'on regarde toujours qui nous a détruit notre maison après. Et ça aura des conséquences, notamment politiques, pour le colonel d'Enfer Rochereau. Autre élément, c'est aussi... pour un peu schématiser le siège, je m'en excuse, je ne peux pas être autant exhaustif que je le voudrais, mais c'est le choc de la Lisenne. Au début de mon propos, je vous ai dit, voilà, c'est pour des motivations politiques qu'on assiège Belfort. Le grand état-major donne cette motivation-là. Et il n'a pas tout à fait tort, parce que dans ses mémoires, Moltke donc, est plutôt assez... respectueux de Gambetta. Pourquoi ? Parce que c'est la seule opération militaire qu'il a supervisée et qui va donner de la sueur au grand état-major. Ça, les Prussiens, ils ne le diront jamais. Mais ils ont eu la trouille de leur vie. Parce que l'exploit qui a été fait par Gambetta, justement par l'utilisation grâce au chemin de fer, cette fois-ci, là, le chemin de fer a été utilisé par les Français, c'est qu'on a réussi à déplacer quand même de la région de Nevers, de Bourges, toute une armée à la barbe des Prussiens. Parce que les Prussiens n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que les Français seraient en capacité de pouvoir faire ça, de déplacer une telle armée dans de telles conditions. Alors certes, les conditions sont catastrophiques, les hommes sont fatigués, les chemins de fer, et c'est pour ça qu'on râle tout le temps, mais en France on râle souvent. Donc voilà, le déplacement de ces troupes, l'alimentation qu'on en a fait avec des troupes venues de Lyon, on concentre tout ça dans le secteur de Chalon-sur-Saône, et hop, on envoie tout dans le secteur de Besançon, puis ensuite on les décharge dans le secteur de Clerval pour attaquer la région de la Lisenne. Ça a tellement surpris le haut commandement et le général von Werder que c'est ce qui explique toute l'attitude de ce général qui s'était lancé à l'assaut de Dijon, qui était amusé par les troupes de Garibaldi en quelque sorte. Je vous résume un petit peu les choses. Voilà, on excite les Prussiens de ce côté-là, donc la menace on la voit plutôt du côté de Garibaldi. On ne se doute pas du tout que plus au sud, on a une concentration d'environ 100 000 hommes qui vont ensuite être acheminés au cœur même, on va dire, de la région de Bourgogne-Franche-Comté, tout en sachant que tant que Belfort n'était pas tombé, les Prussiens ne se seraient jamais risqués à aller attaquer Besançon.
Voilà. Besançon était quand même une grosse place forte. Hein. Donc, ils avaient déjà affaire avec Belfort, donc ils ne voulaient pas trop aller se frotter à Besançon. Donc, tout ça va faire que Léon Gambetta et de la plume de von Moltke, a mené, ou en tout cas a décidé l'opération la plus audacieuse de la guerre de 70. Au point que les seuls qui avaient plus ou moins anticipé les choses, le seul en quelque sorte, ça a été von Tresckow. Puisque à la fin du mois de décembre, se doutant par une activité un peu anormale de certaines troupes le long du Doubs, du côté des plateaux aussi, a décidé, au lieu d'utiliser les renforts pour essayer de donner les stockades à d'enfer, a préféré descendre ses troupes, de prendre ses réserves et d'aller construire et commencer à aménager une position. Cette position, il va la choisir. Ce n'est pas Werder qui lui donne l'ordre, hein, c'est lui qui l'a choisi. Et Werder viendra se poser dessus. C'est la ligne de la Lisaine. Voilà. La bataille de la Lisaine, c'est un choc violent. C'est un choc qui voit s'affronter, certes, une troupe de Bourbaki. Alors, quand on l'évoque, on le voit tout de suite d'une manière péjorative, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais c'est 100 000 hommes qui viennent attaquer 40 000 Prussiens. Ces 40 000 Prussiens, vous avez les éléments du corps d'armée, du 14e corps d'armée, du général von Werder, et vous avez les éléments du général von Tresckow en couverture. Et Tresckow se payera même le luxe d'acheminer des troupes, et de l'artillerie notamment, dans le secteur pour pouvoir consolider certaines positions. Ça sera le cas de la citadelle à Besançon, ce qu'on appelle Grange-la-Dame, dans le secteur du Mont-Vaudois, du côté d'Héricourt, etc., etc. La bataille de la Lisaine est un véritable choc. Certes, Bourbaki n'aura peut-être pas pris les bonnes décisions, c'est vrai. Certes, on est dans une conception peut-être archaïque des choses à certains endroits. Il y a une chose de sûre, et c'est ce qui faisait peur à Werder, ce qui faisait peur le haut commandement, ce qui fera que le 18 janvier 71, c'est l'explosion de joie du côté prussien quand les troupes françaises battent en retraite, c'est que si Bourbaki avait lancé toutes ses troupes en même temps sur tous les points, aucun ne pouvait résister. Il passait. Il a choisi d'autres stratégies. Il va donner un coup de boutoir au sud, ensuite au centre, et puis après au-dessus, au nord. Et le général Kremer, avait réussi à vaincre les Prussiens dans le secteur... oh mince, j'ai un trou de mémoire, ça arrive. Chenebier, voilà. Dans le secteur de Chenebier, hein, bataille de Chenebier, les Prussiens battent en retraite. Kremer est à 2 doigts de donner les stockades et là, foncer sur Belfort. Il lui manque des ressources, il lui manque des moyens, il lui manque des munitions. Il en demande à Bourbaki, on ne lui en donne pas. Seul moment où peut-être l'histoire aurait changé. Puisque le compresseur français, s'il avait réussi, alors les suppositions on peut dire, l'histoire était vue d'une autre manière. Parce que la volonté de Gambetta, certes, c'était libérer Belfort, c'est ce qu'on dit, mais c'était de réoccuper le Haut-Rhin. Qui dit réoccuper le Haut-Rhin? Je vous dis, hein, un conflit se termine toujours par une phase de négociation. Imaginez qu'il y a 100 000 soldats français qui reviennent du secteur de Dannemarie, d'Altkirch et de Mulhouse. Le Haut-Rhin ne peut plus être revendiqué. Nous sommes aussi dans cette phase-là. On commence à anticiper le coup d'après. Et donc, la sueur des Prussiens, ce qui va justifier ensuite les moyens qu'on va accorder à Tresckow pour la fin du siège, sera considérable du fait qu'il fallait accélérer maintenant cette prise. Alors, vivre le siège dans un cadre purement alimentaire, je vais la faire très très courte parce que je vois que le temps tourne, hein. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Mais ici, vous pouvez voir quelques documents. On mangeait à satiété, on ne mourait pas de faim, même quand on était pauvre à Belfort. Ça, c'est peut-être un des prodiges de la logistique, de la volonté à la fois de l'autorité municipale pour les civils, de la capacité de ces civils à pouvoir acquérir suffisamment de denrées pour subvenir à leurs besoins et à l'énorme quantité de denrées qui transitaient par Belfort pour alimenter le front, mais vu que le front a vite reculé, eh bien, toutes ces denrées sont restées. Ça a été une aubaine pour les hommes du colonel d'Enfer Rochereau, si bien que la consommation de pain était quand même relativement bonne. Hein. Nous avions au 5 février 1871, on avait encore assez de farine pour produire à peu près encore 114 jours de pain pour toute la garnison.
pour vous dire un peu la quantité. Le civil recevait 700 grammes de pain, le militaire 700 grammes et le civil 500. Vous voyez toutes les denrées. Il y avait un cheptel extrêmement important. Ce cheptel a été arrêté du côté de Ballersdorf pour une partie. Je vois la petite histoire locale. Hein. En octobre 1870, on signale au préfet, on signale à la garnison qu'il y a des maquignons, des troupeaux entiers, alors on est en plein Far West là, hein, qui partent en direction de plus ou moins la Suisse, Altkirch, pour aller chez un boucher à Altkirch. Le boucher en question n'allait pas débiter autant de vaches et de bœufs que cela, donc on soupçonnait bien entendu ces maquignons à vouloir aller vendre leur viande en Allemagne, et donc on va réquisitionner bien sûr toutes ces bêtes qui seront ensuite acheminées à la garnison de Belfort et qui servira à la nourriture de la garnison. On mange du bœuf, on mange de la viande fraîche. Alors, à la fin du siège, c'était quand même une fois tous les 11 jours. Hein. Sinon, c'était beaucoup de viande salée, de lard, infecte. On mange, mais on mange mal. Le soldat, bon, on se plaint toujours de l'ordinaire. Mais durant le siège, c'est vrai que cet ordinaire n'était pas très ragoûtant, comme le laisse entendre Léon Wendling à certains endroits, si vous avez l'occasion de lire le petit texte qui s'y trouve, hein, où on commence à vouloir manger, essayer de trouver du rôti, des denrées, on va dire, un peu plus rares, donc beaucoup plus chères. Wendling avait les moyens de se les procurer. D'autres, bien entendu, la grande majorité de ses camarades n'était pas le cas. Vous pouvez voir aussi du côté prussien. On parle beaucoup des Français, mais les Prussiens aussi s'approvisionnaient. On pense toujours aux Prussiens voleurs de poules qui venaient dans les maisons. Il y avait quand même des règles, les réquisitions. Et il ne faut pas oublier que les paysans des alentours ont déjà été réquisitionnés d'abord par la garnison de Belfort, puis seront encore réquisitionnés par les troupes prussiennes à leur arrivée. Si bien que l'envoi de colis, et ça c'est une petite particularité qu'il n'y avait pas encore du côté français, ou très rare, c'est que les Prussiens étaient tous des lettrés, donc ils écrivaient beaucoup. On parle beaucoup de la correspondance des poilus, ça c'est quand l'école va devenir obligatoire. En Allemagne, dans beaucoup de régions, et notamment en Prusse, l'école est déjà obligatoire. Donc les soldats prussiens écrivaient et demandaient à leur famille des denrées, donc ils recevaient beaucoup de colis. Et ça a été le cas notamment pour ceux qui ont fait le siège de Belfort. C'est le cas de notre brave Hermann, hein, qui reçoit et qui remercie ses parents de tout ce qu'il a pu recevoir. Nous sommes maintenant dans le logement. Je vous l'ai un petit peu évoqué au préalable. C'est une véritable crise du logement. Hein. On en parle aujourd'hui, hein, la crise du logement, les loyers qui sont chers, etc. Mais à l'époque, alors, durant la guerre de 70, des fois, je trouve que quand on étudie la guerre, on aime bien parler des combats, des batailles, mais on a tendance à oublier que il faut que les types ils dorment, il faut que les types ils mangent, il faut que ceci, c'est leur vie. Et donc, il faut leur trouver de la place. Alors, on va trouver les paysans, on va réquisitionner des chambres, on va réquisitionner des granges, parce que généralement, dans les fermes, la maison, le corps de logis était plutôt réservé aux officiers et la grange pour les soldats. Du côté prussien, on ne dérogeait pas à la règle. Et puis, à Belfort, ça va être pareil. On va aller dormir dans les maisons. Et si vous regardez les relevés après-guerre, hein, de tout ce qui a été détruit, endommagé, dans les communes, on faisait côté prussien, côté français. Hein, on essayait de faire la distinction entre ceux qui ont cassé le lit de la grand-mère et ceux qui l'ont pillé, bien entendu, puisqu'on taxait l'un comme l'autre, hein, un petit peu de pillage. On servait un petit peu dans les armoires. Et donc tout ça va faire qu'il va falloir travailler d'arrache-pied à pouvoir trouver en tout cas un logement, un lieu dans lequel le soldat peut au moins un peu se reposer. Mais si vous regardez le dessin de Wendling, quand il regarde depuis sa lunette 18, qu'est-ce qu'il voit lui en direction des Perches ? Des camps. Il y avait des camps. On dormait sous la tente, même au siège de Belfort. Et j'ai même retrouvé un témoignage, on privilégiait de dormir sous la tente que dans le fort des Hautes-Perches. Parce que les gazemates étaient complètement humides. Alors je vous laisse imaginer les tentes en plein hiver, mais bon. En tout cas, elles étaient plus confortables, ou en tout cas jugées plus confortables, tant que le bombardement ne venait pas. Par contre, quand ça commençait à trop pétarader, on se carapatait et on allait dans les casemates. Ce qui est le cas aussi de la population civile. Là, on a une belle représentation des civils dans une cave. Il faut savoir que la moitié de la population civile de la ville de Belfort n'a pas vécu dans sa cave. Soit refusait, soit tout simplement n'en avait pas. Donc on va trouver une solution pour certains dans la crypte de l'église Saint-Christophe, aujourd'hui cathédrale, et puis ou dans la mairie, ou dans des zones. On va réclamer des places dans les casemates. Dans la citadelle de Belfort, on n'accueille qu'une famille,
La famille du garde Charon, c'est pour ça qu'il y a un témoignage de sa fille sur un peu la vie à l'intérieur de la citadelle de Belfort, Marie Charon. Mais sinon, le reste, c'est impossible. Pour les Prussiens, on a le même problème de logement, parce que, d'accord, les villages, mais quand vous avez des villages de 300-400 habitants qui doivent accueillir l'équivalent d'un bataillon, je peux vous dire que la place dans les logements, elle est assez réduite. Et notamment ceux qui doivent creuser les tranchées. Donc on va leur construire des baraquements faits de poutres et on va dire de lambris pour les accueillir. Alors on n'a pas de photo de l'intérieur de ces bâtiments, de ces baraquements pour le siège de Belfort. J'en ai utilisé un qui se trouvait au siège de Paris. C'est le même principe, hein. Ces espèces de huttes façonnées un petit peu à la rapide, mais dans lesquelles on a pu plus ou moins vivre dans de bonnes conditions. Autre élément essentiel, c'est se soigner. La guerre de siège, comme toute guerre qui se confonde, on veut des morts, mais des morts en bonne santé, si possible. Au siège de Belfort, d'abord, il y a une épidémie. Mais ça, on ne nous apprenait rien. L'épidémie, elle commence, alors, les relevés des nombres de malades enregistrés dans les ambulances militaires ne datent que du 12 novembre 1870, mais ce que l'on sait en regardant les décès, et on le verra par la suite pour la bilan du siège, dès le mois d'août 1870, donc dès le début du conflit, on a un accroissement de plus en plus significatif du nombre de morts. Ça, c'est le nombre de malades. La variole, on sait qu'elle est arrivée à Belfort, cette épidémie de variole, par les troupes algériennes, ceux qui sont venus d'Algérie, qui ont cheminé par Belfort pour ensuite gagner le nord de l'Alsace. Les premiers décès de variole sont enregistrés notamment pour des tirailleurs algériens. Voilà. Donc, on sait d'où elle vient. La fièvre typhoïde, qui est une maladie plutôt, on va dire, des régions subsahariennes, en tout cas de ces régions-là, est arrivée par le même canal. Voilà. Alors, ce n'est pas pour accuser ces populations, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on a une population qui, progressivement, va rentrer dans un cycle épidémiologique, et donc qui va forcément, avec l'effet de siège, le fait qu'on ne puisse plus sortir, le fait qu'on reste cloisonné, va s'étendre. La variole, il faut savoir que c'est une maladie qui n'est plus autant mortelle qu'elle pouvait l'être auparavant, parce qu'une partie de la population est quand même vaccinée. On l'oublie facilement, mais la vaccine, hein, le fameux vaccin, on commence à vacciner les populations. Et puis deuxièmement, la variole, elle est beaucoup contagieuse. C'est pas au moment où on fait la poussée de fièvre, c'est après, quand on guérit. C'est-à-dire, c'est les croûtes qui sont particulièrement pathogènes. Donc, durant le siège de Belfort, on va évacuer ce qu'on appelle les convalescents. On va les envoyer à Perouse, à la cure de Perouse, et ils devaient rester le temps que les croûtes cicatrisent pour ensuite pouvoir regagner excusez-moi, hein. Je vais boire un petit peu d'eau. Petite pause d'eau parce que j'ai un peu soif. Donc, voilà, qui vont regagner leur unité, leur poste. Vous pouvez voir aussi les nombres d'entrées et de sorties durant tout le siège. C'est une dynamique, hein. Vous savez, c'est comme quand on a vu la pandémie, hein. Voilà, il y a des entrées, des sorties, le nombre de morts, bien sûr. C'est la même chose. Donc on voit bien sûr que dans les ambulances belfortaines et les hôpitaux, l'accroissement, plus on va aller vers la fin du siège, plus on voit de personnes décédées. Les personnes qui décèdent sont dues à la maladie, dues bien sûr aux blessures au combat ou blessures par le bombardement. De part et d'autre, vous pouvez voir 2 unités de soins essentielles. Je pourrais en rajouter une troisième, mais qui malheureusement n'a pas de représentation. C'est l'hôpital militaire de Belfort, qui se trouvait à l'emplacement on va dire, derrière le théâtre actuel, hein, de Belfort. Et puis l'hôpital civil, hein, qui aujourd'hui accueille l'université de Franche-Comté avec notamment la fac AES, hein, les administratifs là. Donc c'était l'hôpital civil qui était géré par des sœurs. Et puis vous allez avoir une population d'infirmières. Alors beaucoup ce sont des sœurs, mais des femmes, des civils qui vont se mettre à l'ouvrage. La plus connue, c'est Marie Richon,
la femme, celle qui deviendra la femme de Camille Lefebvre, de l'artiste Camille Lefebvre, qui a été infirmière durant le siège. Elle sera même décorée pour son action de la médaille commémorative du siège. Je crois que c'est en 1911. Et donc, toute cette population féminine a joué un rôle essentiel. Je rajouterai Émilie Schwalm. Malheureusement, nous n'avons pas de photographie d'elle. Alors, pour les collectionneurs que vous êtes, il y a une photo qui a circulé à un moment donné d'une cantinière du siège. Si vous l'avez, vous m'envoyez juste la photo parce que cette fameuse cantinière, dite cantinière du siège, ce serait probablement Émilie Schwalm. Voilà. Et la photo aurait été faite lors de la première remise de la médaille commémorative de la guerre de 70. Donc voilà, je referme la parenthèse parce que j'ai vu cette photo quand j'avais 20 ans. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens, les portables et tout ça. Donc je sais qu'elle existe, mais je ne sais plus où elle est. Pour terminer, l'évocation du siège de Belfort. Alors, vous allez vous dire, oui, mais toute cette population est assiégée pendant 103 jours. On est dans la dramaturgie du siège. L'épopée belfortaine, cette épopée, elle se construit à la fin du siège. Revenons un petit peu sur comment va se conclure cette histoire pour le siège de Belfort et qui va avoir des conséquences, c'est-à-dire sur la conclusion de la paix. Eh bien, d'abord, je vous ai parlé de la bataille de la Lizaine. La bataille de la Lizaine, elle a une incidence capitale, puisque Trescoff, mais surtout Werder, lors de la bataille, repousse le général Bourbaki et l'armée dite de libération, cette armée qui aurait pu occuper une partie du Haut-Rhin. Le 18 janvier 71, c'est une date extrêmement importante pour les Prussiens, puisque c'est ce jour-là, c'est-à-dire qu'on attendait quasiment le résultat de la bataille de la Lizaine pour proclamer l'Empire allemand. On a tendance à l'avoir oublié, mais la bataille qui clôture, on va dire, en quelque sorte, cet épisode de guerre dans le Nord-Franche-Comté et qui va se solder ensuite par l'histoire belfortaine, elle se termine le jour de la proclamation de l'Empire. Vous savez, quand le représentant du roi de Bavière proclame Guillaume Ier empereur allemand. Le 18 janvier 71, il y a une promotion de généraux, parmi lesquels on promu Werder, mais surtout Trescoff. On le remercie pour ce qu'il a fait. Donc vous voyez déjà dans quoi on va rentrer. Le 26 janvier, les Prussiens lancent un assaut. C'est l'assaut le plus conséquent, là où ils mettent peut-être le plus de moyens humains. Ils accélèrent, ils veulent accélérer la chute de Belfort. On est toujours dans la motivation politique. On veut prendre cette place. Plus tard, ils seront très de mauvaise foi, mais durant le siège, ils voulaient impérativement la prendre, cette place forte. Et donc, le 26 janvier, on lance cet assaut. Un assaut, aujourd'hui, on pourrait qualifier un peu d'hasardeux. Mais l'assaut est manqué. Ils ont environ 400 hommes, soit prisonniers, soit tués, soit blessés. Et on est à 18h. À 23h, je crois, ou 22h, ils reçoivent l'autorisation du haut commandement de signer la reddition de Belfort en permettant à la garnison de sortir avec armes, bagages et hommes, et les honneurs de la guerre. Le 26 janvier 1871, le premier télégramme est envoyé à l'état-major du général von Trescoff. Depuis cette date, Trescoff était habilité à négocier une reddition. Alors, on entre dans un processus de paix du côté français. On entre déjà un petit peu dans cette partie que je vous dis de la négociation, puisque ce 26 janvier 1871 est signé l'armistice, qui sera actif le 28 janvier. On dit toujours l'armistice du 28 janvier. Oui, il commence le 28 janvier, mais il est signé le 26. Donc, quand on a signé l'armistice, on dit maintenant à Trescoff, tu peux signer toi une reddition de la place forte de Belfort avec les honneurs de la guerre, etc. Vous voyez, c'est très subtil, parce que on est un peu comme dans le 11 novembre 1918. C'est-à-dire, voilà, on est dans la tractation, la négociation entre représentants de l'État. L'armistice est signé du côté français. Et qu'est-ce que prévoit cet armistice? Des élections. Et ces élections législatives qui doivent avoir lieu dans l'urgence, tant qu'on ne connaît pas le résultat, bien entendu, on est à couteau tiré. Tant chez les Français que chez les Prussiens. Mais Denfert ignore complètement de la situation. Il sait simplement une chose qu'il garde pour lui,
puisqu'il va continuer à alimenter, on va dire, des rumeurs faisant état que Bourbaki est dans les Vosges, il est en train de passer par la Suisse. Bon, bref, il invente plus ou moins des histoires tout aussi folles les unes que les autres pour essayer de maintenir le moral de sa garnison. Il sait, lui, à peu près à cette date-là, que l'armée de Bourbaki a été vaincue. Voilà. Que c'est un désastre, que cette armée a été vaincue, qu'elle ne viendra plus jamais le secourir. Il le sait, mais il est le seul à le savoir. Le 26 janvier, donc, se passe cette affaire. Et puis, à Paris, une fois que l'armistice a commencé à être en vigueur, on commence à discuter. Donc, on commence à parler. Souvent, on a tendance à avoir dit, ouais, ils nous ont oubliés à Belfort. Non. Le 2 février 1971, les Français réussissent à obtenir l'autorisation d'envoyer un émissaire pour faire état de la situation au colonel d'Enfer Rochereau, de voir la situation de la garnison de Belfort, quitte à autoriser le colonel à signer une reddition en bonne et due forme. Entre-temps, d'Enfer, lui, il essaye aussi de son côté de négocier les choses, et il envoie un émissaire le 5 février, 3 jours après. Et donc Tresckoff l'annonce à Paris, donc à Versailles, et puis à Versailles, ils disent vous n'avez plus besoin d'envoyer un émissaire, puisque votre colonel en a envoyé un à Bâle pour se renseigner. Donc on est toujours dans une espèce de jeu de poker menteur, ensuite, qui va se jouer entre le colonel d'Enfer Rochereau et le général von Tresckoff, qui va conduire à une situation complètement ubuesque, puisque on va, le 8 février, communiquer aux Prussiens le résultat d'une élection législative qui s'est passée dans le département sans en trop connaître les résultats. C'est-à-dire que d'Enfer Rochereau est élu député. Et cette élection législative va avoir une incidence. L'autre problème qu'il y a eu, c'est qu'avant cette élection, 2 jours avant, c'est pour ça que je vous parle de Gambetta, parce que Gambetta a un rôle capital. Quand on envoie un émissaire le 5 février, le 6 février, Gambetta reçoit le ministère à Bordeaux, lui il se trouvait à Bordeaux à ce moment-là, reçoit une demande de la place forte de Belfort. La demande est arrivée au moment où Gambetta démissionne, parce qu'il était opposé à la méthode, à la manière dont se faisait cette élection, donc il l'a démissionné. Et de facto, c'est l'autre représentant du gouvernement français, qui était Jules Simon, qui ne savait pas du tout la situation, qui ne connaissait pas du tout la situation dans laquelle se trouvait Belfort, qui renvoie au ministère de la Guerre pour information et instruction. Si bien qu'on a perdu du temps. D'Enfer envoie Jules Grosjean, qui lui-même était élu le 8 février 1871, donc il lui faut quand même du temps pour arriver jusqu'à Bordeaux. Le 11 février, Tresckoff reçoit des instructions de Guillaume Ier, qui maintenant insiste, il faut signer la reddition de Belfort. Oui, mais mon bon empereur, je suis maintenant en capacité, puisque je viens de prendre les Perches le 8 février, donc je viens de prendre les Perches, et donc je peux aligner une batterie de canon qui va faire peur à d'Enfer Rochereau. Nous arrivons à l'épilogue du 13 février. Sachant tout ça, le gouvernement français envoie un premier message, une dépêche télégraphique. Alors, après l'affaire d'Ems, les Français se méfient des dépêches télégraphiques. Mais peut-être que celle-là, il n'y aurait pas fallu, mais bon. Donc, qui transitait et qui exprimait la volonté du gouvernement français installé à Paris de signer cet armistice, de signer la reddition de Belfort. D'Enfer refuse d'y croire, pensant à une supercherie des Prussiens, mais le télégramme en question est authentique. Les Prussiens n'ont pas triché. Tresckoff n'a pas voulu, il décide de renvoyer un autre émissaire, puisqu'il n'avait toujours pas de réponse de Bordeaux. Et l'émissaire en question retrouve celui qui avait été envoyé quelques jours auparavant. Les deux hommes se mettent d'accord, puisqu'ils avaient 24 heures pour ramener une réponse. Donc, sinon, la place forte était littéralement bombardée, cette fois-ci par toute la puissance de feu de l'artillerie prussienne. Et il décide de ne pas attendre les instructions du gouvernement de Bordeaux. Si bien que, en arrivant vers d'Enfer Rochereau, d'Enfer décide le 13 février à 23h30, précisément, de signer un cessez-le-feu et d'entrer dans des négociations en vue d'une reddition. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait, mais Belfort, c'est une reddition. Ce n'est pas un ordre. D'Enfer Rochereau n'a jamais reçu l'ordre du gouvernement français. Il a reçu une autorisation. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est subtil, hein. Non. J'entends le mot bitch. Le seul qui a reçu un ordre du gouvernement français, c'est-à-dire que
une instruction ferme et définitive du gouvernement sous peine de sanctions lourdes, c'est le commandant Teissier à Bitche. À Bitche, quelques semaines après, Teissier reçoit un ordre et là, on le menace du conseil de guerre. Ce qu'on n'a pas fait à Denfert. Denfert, on l'a autorisé. Le gouvernement de Paris, et il va négocier sur la base de ce télégramme de Paris. Il ne pourra pas utiliser autre chose, il ne les avait pas. Il le dira dans son rapport. Et donc, il va avoir droit de sortir avec armes, bagages. Il a réussi à obtenir d'avoir les archives, ce qui sont très utiles puisque une grosse partie les a conservées lui, et ce qui a permis que je les regarde. Et la dernière chose, et les honneurs de la guerre. C'est dans la reddition de Belfort. Hein. Donc ceci se passe à Pérouse, dans la maison Beauseigneur de Pérouse, ces tractations entre les officiers français et prussiens. Et la convention d'armistice, de reddition, est signée le 15 février. Et le 15 février, si on regarde bien cette petite chronologie, c'est vrai que c'est pas très lisible, c'est aussi la signature par le gouvernement français du prolongement de l'armistice et de la reddition de Belfort. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 signatures de reddition. Une à Belfort et une à Paris. Et Dieu merci, dans un certain sens, qu'il n'a pas écouté Bordeaux, puisque sinon les 2 conventions d'armistice auraient pu être en porte-à-faux. L'un comme l'autre, il n'y aurait que la négocier. Vous voyez, Denfert a failli se mettre en porte-à-faux vis-à-vis même du gouvernement, ce qui aurait pu avoir des conséquences. Et c'est pour ça qu'il a conservé toutes les archives, parce qu'il avait eu peur à un moment donné de se prendre un procès après la guerre. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle on va dire une grande partie des archives de la place forte ont été conservées par le colonel. Alors la question des honneurs de la guerre, bien sûr, c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre. Est-ce que la garnison de Belfort a eu les honneurs de la guerre? Officiellement, oui, mais dans la réalité, non. Officiellement, oui, dans l'acte de reddition, les honneurs de la guerre étaient accordés au colonel Denfert-Rochereau. Denfert-Rochereau ne les voulait absolument pas. Les plénipotentiaires n'ont pas pu faire autrement que de les accepter. C'était une condition sine qua non à la signature de l'acte de reddition. Sauf qu'il va jouer un peu de malice, puisqu'il va faire entendre au général von Tresckow que cette haie d'honneur, puisque vous savez, vous avez une haie, les soldats ennemis vous présentent les armes, comme on le voit dans certains tableaux, etc., ne serait pas de bonne loi. Et les Prussiens ont eu un peu peur aussi, parce que Denfert a dit à Tresckow dans un message, « Je ne réponds plus de mes hommes. En clair, vous vous mettez devant nous, j'ai des hommes qui auront quand même des fusils et des cartouches. Il se peut qu'il y en ait un qui tire dans le tas, et donc, pour des raisons de sécurité, il vaudrait mieux éviter cela. » Donc, en effet, il n'y a pas eu d'honneur militaire accordé au colonel Denfert-Rochereau et à la garnison à la sortie de Belfort. Cependant, c'est pour ça qu'il y a toujours une confusion dans l'esprit des gens, le changement devait se faire comme un changement de garnison, c'est-à-dire que les soldats qui quittaient un fort, les derniers qui quittaient le fort, les grands gardes en quelque sorte, étaient salués par les soldats prussiens qui allaient prendre possession du fort et qui avaient une rétrocession en quelque sorte des clés des poudrières, etc., qui se faisait comme dans le règlement militaire des pays respectifs. Donc il y a eu quand même des échanges de courtoisie entre eux, et cet échange s'est procédé que d'une manière très, très, très sporadique. Alors je terminerai par les conséquences du siège direct, celles qui impactent le plus. Vous voyez tout de suite l'accroissement de la mortalité à Belfort. La cour parle d'elle-même, bien sûr. Le mois le plus meurtrier sera le mois de janvier, puisque c'est le plus long et c'est là où on a le plus bombardé. Donc ce qui est logique, et là où on y a eu le plus de malades qui ont trouvé la mort. Parmi ces conséquences, bien sûr, une partie de la destruction de la ville de Belfort qui est détruite. La question de la sortie de Belfort, avec ses honneurs de la guerre, donc j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Et l'aménagement, bien sûr, où enterrer ces soldats, puisque nous sommes dans la mémoire, c'est un sujet qui nous parle, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et donc, pour le lieu de mémoire le plus important du siège de Belfort, puis bien entendu le Pré Gaspard, c'est-à-dire ce cimetière militaire qui se trouve à l'entrée de Belfort sur la route de Denay.
Autre conséquence, bien sûr, c'est la création du département du territoire de Belfort. Je vous ai mis en bleu les communes où il y avait des sépultures de soldats prussiens. On voit bien sûr une forte concentration de ces hommes enterrés dans le secteur Belforta, cela va de soi. Et vous pouvez voir aussi la délimitation. Le premier à gauche, vous avez... Premier tiret, ce sont la délimitation qui avait été définie en septembre 1870, j'en avais parlé au début de mon propos. C'est oui, les Prussiens voulaient prendre une partie du territoire de Belfort, de ce qui deviendra le territoire de Belfort, voulaient le conserver à l'Alsace. La partie qui se trouve au sud, du côté de Delle, et puis les plateaux, Beaucourt, etc., ne les intéressait pas. Donc cela serait resté français quoi qu'il arrive. D'Enfer Rochereau, lui, va permettre d'avoir d'abord le cercle rouge, grâce aux préliminaires de paix. Puis progressivement, dans les négociations qui ont lieu à Bruxelles, on va s'étendre au canton de Belfort, donc ici représenté, alors on ne voit pas très bien, mais c'est une ligne en vert. Il faudra que je la renforce un peu plus. Et puis Thiers, lui, va réussir à pousser les limites lors des dernières négociations de Francfort, en direction un peu plus à l'est, puisqu'on a en rouge la délimitation. Il y a 4 communes qui posent problème. Parce que si on lit bien le traité de Francfort, 4 communes posent problème, puisque ces 4 communes qui sont Suars, Chavanat, Chavannes-le-Grand, Bretagne, ne font pas partie du traité. Il y aurait dû avoir un acte additionnel au traité de Francfort qui n'a jamais eu lieu. Pour des raisons diplomatiques évidentes, de cette opposition entre la France et l'Allemagne. Mais ces 4 communes, on ne sait pas trop si elles devaient être françaises ou prussiennes, ou allemandes, et elles sont devenues françaises. En juin 1871, officiellement, la France conserve ces 4 communes. Mais il y a toujours eu une ambivalence sur ces 4 communes lors du traité de Francfort, qui n'a pas été résolu dans le traité. Maintenant, l'Alsace, en 1918, va redevenir française. C'est une histoire ancienne, mais c'est un petit point d'accrochage, ou en tout cas un petit point de questionnement qu'on pouvait avoir. Bien sûr, on travaille sur la mémoire du siège. Alors, quelques exemples de monuments. Alors, j'aurais pu mettre la photo du monument d'Anne-Marie, mais malheureusement, je l'avais pris en photo, mais je n'ai pas retrouvé les photos. Mais bien sûr, vous avez un monument à Anne-Marie qui rend honneur aux soldats prussiens, mais aussi français, qui sont morts dans une des ambulances qui se trouvait ici. Et pour certains, ils sont morts suite au combat de la Lisenne, d'autres du siège de Belfort. Et puis, vous avez les monuments français. Alors, vous avez Chalon-sur-Saône, vous avez Toulouse, vous avez même une chapelle expiatoire qui se trouve à l'Arbrel, où pour 4 soldats du Rhône, ça se trouve c'est un canton dans le Rhône, c'est une commune dans le Rhône, où pour 4 soldats, dont 3 qui sont morts au siège de Belfort, a été élevée cette chapelle. Ça va être le cimetière des Mobiles, bien sûr, des croix de sépulture allemande qui se trouvent du côté de Belfort, derrière la fameuse cafétéria du Leclerc, maintenant, je ne sais plus ce que c'est comme enseigne. Et puis, je vous ai mis aussi la photo du monument de Magdebourg, parce que Magdebourg étant une ville importante en Allemagne, il ne faut pas oublier que sur une des facettes de ce monument, vous avez le siège de Belfort, puisque un des régiments de Magdebourg a participé au siège de Belfort. Bien sûr, cette mémoire peut se faire d'une manière photographique. Donc ici, vous pouvez voir représenter les anciens combattants. Moi qui travaille maintenant pour l'Office national des anciens combattants, bien sûr, c'est des photos qui me parlent beaucoup. Il ne faut pas oublier que la notion d'anciens combattants, etc., elle commence au 19e siècle, elle se renforce avec la guerre de 70, où là on a des amicales d'anciens combattants. Celle du siège de Belfort, il y en avait une centrale à Paris, mais il y en avait à peu près dans tous les départements et même dans tous les cantons, et notamment dans le département du Rhône, chaque canton avait son amicale. Donc ça veut dire que probablement des photos comme celle de l'Arbrel, il y en avait plusieurs qui pour l'instant ne sont pas connus. Là, vous avez les survivants, 20 ans après le siège de Belfort, ou juste en dessous de la statue quand même que vous connaissez, si vous êtes rendu à Belfort, ce sont les artilleurs de Haute-Garonne, la délégation des artilleurs de Haute-Garonne. Bien sûr, les décorations, tant françaises que allemande, la Légion d'honneur, là vous avez la Légion d'honneur du capitaine Vallet qui a dirigé une batterie de siège durant le siège de Belfort à la citadelle. Vous allez avoir des médailles aussi commémoratives. Alors là, moi j'ai exposé celle des Prussiens parce qu'on connaît les Françaises avec le lion de Bartholdi, mais l'armée prussienne avait des médailles commémoratives avec des broches. Là, on a vraiment un soldat qui a probablement fait le siège de Belfort parce qu'il a Strasbourg, bataille de la Lisenne et Belfort. Lui, il a fait la totale, avec bien sûr les décorations badoises
qui sont attachés. Et puis un petit monument commémoratif, puisque en Allemagne, on a tendance à l'avoir oublié, mais les Allemands aussi ont beaucoup commémoré la guerre de 1870. Il ne faut pas oublier que le Sonntag, dans l'ère impériale, était le jour férié en Allemagne. Hein. C'était un peu leur fête nationale à ce moment-là, hein, le 2 septembre, sous l'Empire allemand. Et donc, les monuments commémoratifs, ils avaient aussi cette petite particularité, c'est que c'était des monuments pas que pour les morts, c'était aussi pour les vivants. Donc c'était en réalité tous les jeunes du village qui ont participé à la guerre de 70. Certains dans cette commune, dont l'ignore, j'ai oublié le nom de la commune, je pourrais le retrouver, mais il y en a un qui a été blessé au siège de Belfort, il n'avait pas trouvé la mort, il a simplement été blessé, c'est mentionné sur le petit monument qui se trouve dans la commune. La guerre de 1870, donc c'est un élément essentiel dans l'historiographie locale, dans l'histoire de Belfort. On le voit avec notre gros chaton de 22 mètres de long sur 11 mètres de haut, parmi les plus beaux monuments de France, considéré comme un des plus beaux monuments de France. Et vous voyez une photo juste en dessous, on voit bien sûr le cercueil du soldat inconnu qui passe par la place et qui quitte la place d'Enfer Rochereau. N'oublions pas qu'en 1920, le 11 novembre 1920, le départ de Léon Gambetta et du soldat inconnu, hein, dans cette grande fête républicaine qui a été le 11 novembre 1920, eh bien, ce point de départ était la place d'Enfer Rochereau. C'est un souvenir, c'est un mémoire. En 1920, vous avez un personnage qui va faire partie de ce cortège, vous le voyez ici, c'est le préfet Lépine, il est déjà en retraite à ce moment-là, c'est un des grands défenseurs de Belfort, hein, ce fameux inventeur du concours qui porte son nom, le concours des inventeurs, eh bien, c'est un héros du siège, il a eu la médaille militaire au siège de Belfort, il a été triplement blessé, et comme vous pouvez le voir sur le menu d'un des banquets qui était organisé en 1904, notamment à Paris, à l'honneur des défenseurs de Belfort, où vous voyez, on va dire, tout un nom de plat exotique en quelque sorte, rappelant les hauts lieux et les faits de guerre du siège, eh bien, le préfet Lépine était un membre extrêmement actif dans la mémoire et le souvenir du siège. Il en était tellement important que le fameux Léon Wendling, celui dont vous pouvez voir le témoignage qu'on a publié, eh bien, on était un ami proche. Il y a eu une espèce de communauté de frères d'armes avant même 14-18, entre ces personnages. Donc ça ouvre aussi une autre perspective dans la représentation qu'on peut se faire de l'événement du siège. Bien entendu, tout ceci aura pour conséquence la guerre de 1870, le détachement de l'Alsace à la France pour la cession, en quelque sorte, qui a été faite, l'annexion de facto par l'Empire allemand, le jeune Empire allemand, ce Reichsland. Mais je dirais aussi, je terminerai par ce propos, oui, la France a perdu l'Alsace en 1870, mais moi je dirais aussi, l'Alsace elle a perdu Belfort. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour l'attention. Je m'excuse pour la longueur peut-être de mon propos, parce que je n'ai pas du tout mesuré le temps, mais je vois mon ex-collaborateur qui est en train de me dire « t'as fait long ». Voilà. J'espère n'avoir pas été trop long ou vous avoir trop assommé, mais en tout cas, voilà. Si vous avez des questions, je serai là et je serai très heureux d'y répondre. J'essaierai d'être le plus concis possible. Merci.